Les éditions Sixtreed présentent Germinal d'Émile Zola, interprété par Éric Herson-Macarel. Première partie. Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou, 10 kilomètres de pavés coupant tout droit à travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de mars, des rafales larges comme sur une mer, glacé d'avoir balayé des lieues de marais et de terre nue. Aucune ombre d'arbre ne tachait le ciel. Le pavé se déroulait avec la rectitude d'une jetée au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres. L'homme était parti de Marchienne vers 2 heures. Il marchait d'un pas allongé, grelottant sous le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Un petit paquet noué dans un mouchoir à carreaux le gênait beaucoup, et il le serrait contre ses flancs, tantôt d'un coude, tantôt de l'autre, pour glisser au fond de ses poches les 2 mains à la fois, des mains gourdes que les lanières du vent d'Est faisaient saigner. Une seule idée occupait sa tête vide d'ouvrier sans travail et sans gîte, l'espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour. Depuis 1 heure, il avançait ainsi, lorsque sur la gauche, à 2 kilomètres de Montsou, il aperçut des feux rouges, 3 brasiers brûlant au plein air et comme suspendus. D'abord, il hésita, pris de crainte, puis il ne put résister au besoin douloureux de se chauffer un instant les mains. Un chemin creux s'enfonçait, tout disparut. L'homme avait à sa droite une palissade, quelques murs de grosses planches fermant une voie ferrée, tandis qu'un talus d'herbe s'élevait à gauche, surmonté de pignons confus, d'une vision de village aux toitures basses et uniformes. Il fit environ 200 pas. Brusquement, à un coude du chemin, les feux reparurent près de lui, sans qu'il comprît davantage comment ils brûlaient si haut dans le ciel mort, pareil à des lunes fumeuses. Mais au ras du sol, un autre spectacle venait de l'arrêter. C'était une masse lourde, un tas écrasé de constructions, d'où se dressait la silhouette d'une cheminée d'usine. De rares lueurs sortaient des fenêtres encrassées, 5 ou 6 lanternes tristes étaient pendues dehors, à des charpentes dont les bois noircis alignaient vaguement des profils de tréteaux gigantesques. Et de cette apparition fantastique, noyée de nuit et de fumée, une seule voix montait, la respiration grosse et longue d'un échappement de vapeur qu'on ne voyait point. Alors, l'homme reconnut une fosse. Il fut repris de honte. À quoi bon? Il n'y aurait pas de travail. Au lieu de se diriger vers les bâtiments, il se risqua enfin à gravir le terri sur lequel brûlaient les 3 feux de houille dans des corbeilles de fonte pour éclairer et réchauffer la besogne. Les ouvriers de la coupe à terre avaient dû travailler tard, on sortait encore les déblais inutiles. Maintenant, il entendait les moulineurs pousser les trains sur les tréteaux. Il distinguait des ombres vivantes culbutant les berlines, près de chaque feu. « Bonjour », dit-il en s'approchant d'une des corbeilles. Tournant le dos au brasier, le charretier était debout, un vieillard vêtu d'un tricot de laine violette, coiffé d'une casquette en poil de lapin, pendant que son cheval, un gros cheval jaune, attendait dans une immobilité de pierre qu'on eût vidé les 6 berlines montées par lui. Le manœuvre employé au culbuteur, un gaillard roux et efflanqué, ne se pressait guère, pesait sur le levier d'une main endormie. Et là-haut, le vent redoublait, une bise glaciale dont les grandes haleines régulières passaient comme des coups de faux. « Bonjour », répondit le vieux. Un silence se fit. L'homme, qui se sentait regarder d'un œil méfiant, dit son nom tout de suite. « Je me nomme Étienne Lantier, je suis machineur. Il n'y a pas de travail ici ?» Les flammes l'éclairaient. Il devait avoir 21 ans,
Très brun, joli homme, l'air fort malgré ses membres menus. Rassuré, le charretier hochait la tête. Du travail pour un machineur? Non, non. Il s'en est encore présenté 2 hier. Il n'y a rien. Une rafale leur coupa la parole. Puis Étienne demanda, en montrant le tas sombre des constructions au pied du terri, « C'est une fosse, n'est-ce pas ?» Le vieux, cette fois, ne put répondre. Un violent accès de toux l'étranglait. Enfin, il cracha, et son crachat sur le sol empourpré laissa une tache noire. « Oui, une fosse. Le Voreux. Tenez, le coron est tout près. » À son tour, de son bras tendu, il désignait dans la nuit le village dont le jeune homme avait deviné les toitures. Mais les 6 berlines étaient vides, il les suivit sans un claquement de fouet, les jambes raidies par des rhumatismes, tandis que le gros cheval jaune repartait tout seul, tirait pesamment entre les rails sous une nouvelle bourrasque qui lui hérissait le poil. Le Voreux, à présent, sortait du rêve. Étienne, qui s'oubliait devant le brasier à chauffer ses pauvres mains saignantes, regardait, retrouvait chaque partie de la fosse, le hangar goudronné du criblage, le beffroi du puits, la vaste chambre de la machine d'extraction, la tourelle carrée de la pompe d'épuisement. Cette fosse, tassée au fond d'un creux, avec ses constructions trapues de briques, dressant sa cheminée comme une corne menaçante, lui semblait avoir un air mauvais de bête goulue, accroupie là pour manger le monde. Tout en l'examinant, il songeait à lui, à son existence de vagabond depuis 8 jours qu'il cherchait une place. Il se revoyait dans son atelier du chemin de fer, giflant son chef, chassé de l'île, chassé de partout. Le samedi, il était arrivé à Marchiennes où l'on disait qu'il y avait du travail aux forges, et rien, ni aux forges, ni chez Sonneville. Il avait dû passer le dimanche caché sous les bois d'un chantier de charronnage dont le surveillant venait de l'expulser à 2 heures de la nuit. Rien, plus un sou, pas même une croûte. Qu'allait-il faire ainsi par les chemins, sans but, ne sachant seulement où s'abriter contre la bise? Oui, c'était bien une fosse. Les rares lanternes éclairaient le carreau. Une porte brusquement ouverte lui avait permis d'entrevoir les foyers des générateurs dans une clarté vive. Il s'expliquait jusqu'à l'échappement de la pompe, cette respiration grosse et longue, soufflant sans relâche, qui était comme l'haleine engorgée du monstre. Le manœuvre du culbuteur, gonflant le dos, n'avait pas même levé les yeux sur Étienne, et celui-ci allait ramasser son petit paquet tombé à terre lorsqu'un accès de toux annonça le retour du charretier. Lentement, on le vit sortir de l'ombre, suivi du cheval jaune, qui montait 6 nouvelles berlines pleines. « Il y a des fabriques à Montsou ?» demanda le jeune homme. Le vieux cracha noir, puis répondit dans le vent « Oh, ce ne sont pas les fabriques qui manquent. Fallait voir ça, il y a 3 ou 4 ans. Tout ronflait. On ne pouvait trouver des hommes, jamais on n'avait tant gagné. Et voilà qu'on se remet à se serrer le ventre. Une vraie pitié dans le pays. On renvoie le monde. Les ateliers ferment les uns après les autres. Ce n'est peut-être pas la faute de l'empereur, mais pourquoi va-t-il se battre en Amérique? Sans compter que les bêtes meurent du choléra, comme les gens. » Alors, en courtes phrases, l'haleine coupée, tous deux continuèrent à se plaindre. Étienne racontait ses courses inutiles depuis 1 semaine. Il fallait donc crever de faim. Bientôt les routes seraient pleines de mendiants. « Ouais, disait le vieillard, ça finirait par mal tourner, car il n'était pas Dieu permis de jeter tant de chrétiens à la rue. On n'a pas de la viande tous les jours. Encore si l'on avait du pain. C'est vrai, si l'on avait du pain seulement. » Leurs voix se perdaient. Des bourrasques emportaient les mots dans un hurlement mélancolique. « Tenez, » reprit très haut le charretier en se tournant vers le midi. « Montsou est là. » Et de sa main tendue de nouveau, il désigna dans les ténèbres des points invisibles, à mesure qu'il les nommait. Là-bas, à Montsou, la sucrerie Fauvel marchait encore. Mais la sucrerie Othon venait de réduire son personnel. Il n'y avait guère que la minoterie du Tilleul et la corderie Bleuze pour les câbles de mine qui tinssent le coup. Puis, d'un geste large, il indiqua au nord toute une moitié de l'horizon. Les ateliers de construction Sonneville n'avaient pas reçu les 2 tiers de leur commande habituelle. Sur les 3 hauts fourneaux des forges de Marchiennes, 2 seulement étaient allumés. Enfin,
À la verrerie Gagebois, une grève menaçait car on parlait d'une réduction de salaire. Je sais, répétait le jeune homme à chaque indication. J'en viens. Nous autres, ça va jusqu'à présent, ajouta le charretier. Les fosses ont pourtant diminué leur extraction. Et regardez, en face, à la Victoire, il n'y a aussi que 2 batteries de four à coke qui flambent. Il cracha, il repartit derrière son cheval somnolent après l'avoir attelé aux berlines vides. Maintenant, Étienne dominait le pays entier. Les ténèbres demeuraient profondes, mais la main du vieillard les avait comme emplies de grande misère, que le jeune homme, inconsciemment, sentait à cette heure autour de lui, partout, dans l'étendue sans bornes. N'était-ce pas un cri de famine que roulait le vent de mars au travers de cette campagne nue? Les rafales s'étaient enragées. Elles semblaient apporter la mort du travail, une disette qui tuerait beaucoup d'hommes. Et les yeux errants, il s'efforçait de percer les ombres, tourmenté du désir et de la peur de voir. Tout s'anéantissait au fond de l'inconnu des nuits obscures. Il n'apercevait très loin que les hauts fourneaux et les fours à coke. Ceux-ci, des batteries de 100 cheminées plantées obliquement, alignaient des rampes de flammes rouges, tandis que les 2 tours, plus à gauche, brûlaient toutes bleues en plein ciel, comme des torches géantes. C'était d'une tristesse d'incendie. Il n'y avait d'autre levée d'astres à l'horizon menaçant que ces feux nocturnes des pays de la houille et du fer. « Vous êtes peut-être de la Belgique ?» reprit derrière Étienne le charretier qui était revenu. Cette fois, il n'amenait que 3 berlines. On pouvait toujours culbuter celle-là. Un accident arrivé à la cage d'extraction, un écrou cassé, allait arrêter le travail pendant un grand quart d'heure. En bas du terri, un silence s'était fait. Les moulineurs n'ébranlaient plus les tréteaux d'un roulement prolongé. On entendait seulement sortir de la fosse le bruit lointain d'un marteau tapant sur de la tôle. « Non, je suis du Midi », répondit le jeune homme. Le manœuvre, après avoir vidé les berlines, s'était assis à terre, heureux de l'accident. Et il gardait sa sauvagerie muette. Il avait simplement levé de gros yeux éteints sur le charretier, comme gêné par tant de paroles. Ce dernier, en effet, n'en disait pas si long d'habitude. Il fallait que le visage de l'inconnu lui convînt, et qu'il fût pris d'une de ces démangeaisons de confidence qui font parfois causer les vieilles gens tout seuls à haute voix. « Moi, dit-il, je suis de Montsou. Je m'appelle Bonnemort. »« C'est un surnom ?» demanda Étienne étonné. Le vieux eut un ricanement d'aise, et montrant le voreux, « Ouais. On m'a retiré 3 fois de là-dedans en morceaux. Une fois avec tout le poil roussi, une autre avec de la terre jusque dans le gésier, la 3e avec le ventre gonflé d'eau comme une grenouille. Alors quand ils ont vu que je ne voulais pas crever, ils m'ont appelé Bonnemort, pour rire. » Sa gaieté redoubla. Un grincement de poulie mal graissée qui finit par dégénérer en un accès terrible de toux. La corbeille de feu, maintenant, éclairait en plein sa grosse tête, aux cheveux blancs et rares, à la face plate, d'une pâleur livide, maculée de taches bleuâtres. Il était petit, le cou énorme, les mollets et les talons en dehors, avec de longs bras dont les mains carrées tombaient à ses genoux. Du reste, comme son cheval qui demeurait immobile sur les pieds, sans paraître souffrir du vent, il semblait en pierre. Il n'avait l'air de se douter ni du froid, ni des bourrasques sifflant à ses oreilles. Quand il eut toussé, la gorge arrachée par un raclement profond, il cracha au pied de la corbeille et la terre noircie. Étienne le regardait le sol qu'il tachait de la sorte. « Il y a longtemps, reprit-il, que vous travaillez à la mine ?» Bonnemort ouvrit tout grand les 2 bras. « Longtemps ? Ah oui. Je n'avais pas 8 ans lorsque je suis descendu, tenez, juste dans le Voreux. Et j'en ai 58 à cette heure, calculez un peu. J'ai tout fait là-dedans. Galibo d'abord, puis Hercher, quand j'ai eu la force de rouler, puis haveur pendant 18 ans. Ensuite, à cause de mes sacrées jambes, ils m'ont mis de la coupe à terre, remblayeur, raccommodeur, jusqu'au moment où il leur a fallu me sortir du fond parce que le médecin disait que j'allais y rester. Alors, il y a 5 années de cela, ils m'ont fait charretier. Hein, c'est joli, 50 ans de mine, dont 45 au fond. » Tandis qu'il parlait,
Des morceaux de houille enflammés qui, par moments, tombaient de la corbeille, allumaient sa face blême d'un reflet sanglant. « Ils me disent de me reposer, continua-t-il. Moi, je ne veux pas. Ils me croient trop bête. J'irai bien 2 années, jusqu'à ma soixantaine, pour avoir la pension de 180 francs. Si je leur souhaitais le bonsoir aujourd'hui, ils m'accorderaient tout de suite celle de 150. Ils sont malins, les bougres. D'ailleurs, je suis solide, à part les jambes. C'est, voyez-vous, l'eau qui m'est entrée sous la peau, à force d'être arrosée dans les tailles. Il y a des jours où je ne peux pas remuer une patte sans crier. » Une crise de toux l'interrompit encore. « Et ça vous fait tousser aussi ?» dit Étienne. Mais il répondit non de la tête, violemment. Puis, quand il put parler, « Non, non, je me suis enrhumé l'autre mois. Jamais je ne toussais. À présent, je ne peux plus me débarrasser. Et le drôle, c'est que je crache. Un raclement monta de sa gorge, il cracha noir. « Est-ce que c'est du sang ?» demanda Étienne, osant enfin le questionner. Lentement, Bonnemort s'essuyait la bouche d'un revers de main. « C'est du charbon. J'en ai dans la carcasse de quoi me chauffer jusqu'à la fin de mes jours. Et voilà 5 ans que je ne remets pas les pieds au fond. J'avais ça en magasin, paraît-il, sans même m'en douter. Bon, ça conserve. » Il y eut un silence. Le marteau lointain battait à coups réguliers dans la fosse. Le vent passait, avec sa plainte, comme un cri de faim et de lassitude venu des profondeurs de la nuit. Devant les flammes qui s'effaraient, le vieux continuait plus bas, remâchant des souvenirs. Ah, bien sûr, ce n'était pas d'hier que lui et les siens tapaient à la veine. La famille travaillait pour la compagnie des mines de Montsou depuis la création. Et cela datait de loin. Il y avait déjà 106 ans. Son aïeul, Guillaume Maheu, un gamin de 15 ans alors, avait trouvé le charbon gras à Réquillart, la première fosse de la compagnie. Une vieille fosse aujourd'hui abandonnée, là-bas, près de la sucrerie Fauvel. Tout le pays le savait, à preuve que la veine découverte s'appelait la veine Guillaume, du prénom de son grand-père. Il ne l'avait pas connu. Un gros, à ce qu'on racontait, très fort, mort de vieillesse à 60 ans. Puis son père, Nicolas Maheu, dit le Rouge, âgé de 40 ans à peine, était resté dans le Voreux que l'on fonçait en ce temps-là. Un éboulement, un aplatissement complet, le sang bu et les os avalés par les roches. 2 de ses oncles et ses 3 frères, plus tard, y avaient aussi laissé leur peau. Lui, Vincent Maheu, qui en était sorti à peu près entier, les jambes mal d'aplomb seulement, passait pour un malin. Quoi faire d'ailleurs? Il fallait travailler. On faisait ça de père en fils, comme on aurait fait autre chose. Son fils, Toussaint Maheu, y crevait maintenant, et ses petits-fils et tout son monde qui logeait en face, dans le coron. 106 ans d'abattage. Les mioches après les vieux, pour le même patron, hein? Beaucoup de bourgeois n'auraient pas su dire si bien leur histoire. Encore, lorsqu'on mange, murmura de nouveau Étienne, c'est ce que je dis. Tant qu'on a du pain à manger, on peut vivre. Bonnemort se tut, les yeux tournés vers le coron où des lueurs s'allumaient une à une. 4 heures sonnaient au clocher de Montsou. Le froid devenait plus vif. « Et elle est riche, votre compagnie ?» reprit Étienne. Le vieux haussa les épaules, puis les laissa retomber comme accablés sous un écroulement d'écus. « Ah oui. Pas aussi riche peut-être que sa voisine, la compagnie d'Anzin, mais des millions et des millions tout de même. On ne compte plus. 19 fosses, dont 13 pour l'exploitation. Le Voreux, la Victoire, Crèvecoeur, Mirou, Saint-Thomas, Madeleine, Feutry-Cantel, d'autres encore, et 6 pour l'épuisement ou l'aérage, comme Réquillart. 10 000 ouvriers, des concessions qui s'étendent sur 67 communes, une extraction de 5 000 tonnes par jour, un chemin de fer reliant toutes les fosses, et des ateliers et des fabriques. Ah ouais, il y en a de l'argent. Un roulement de berline sur les tréteaux fit dresser les oreilles du gros cheval jaune. En bas, la cage devait être réparée. Les moulineurs avaient repris leur besogne. Pendant qu'il attelait sa bête pour redescendre, le charretier ajouta doucement en s'adressant à elle « Faut pas t'habituer à bavarder, fichu paresseux. Si monsieur Hennebeau savait à quoi tu perds le temps. » Étienne, songeur, regardait la nuit. Il demanda « Alors c'est à monsieur Hennebeau, la mine ?»« Non,
expliqua le vieux. « Monsieur Hennebeau n'est que le directeur général. Il est payé comme nous. » D'un geste, le jeune homme montra l'immensité des ténèbres. À qui est-ce donc, tout ça? Mais Bonnemort resta un instant suffoqué par une nouvelle crise, d'une telle violence qu'il ne pouvait reprendre haleine. Enfin, quand il eut craché et essuyé l'écume noire de ses lèvres, il dit, dans le vent qui redoublait, « Hein? À qui tout ça? On n'en sait rien. À des gens. » Et de la main, il désignait dans l'ombre un point vague, un lieu ignoré et reculé, peuplé de ces gens pour qui les Maheu tapaient à la veine depuis plus d'un siècle. Sa voix avait pris une sorte de peur religieuse. C'était comme s'il eût parlé d'un tabernacle inaccessible, où se cachait le Dieu repu et accroupi, auquel ils donnaient tous leur chair, et qu'ils n'avaient jamais vu. Au moins, si l'on mangeait du pain à sa suffisance, répétant pour la 3e fois Étienne, sans transition apparente. Dame, oui, si l'on mangeait toujours du pain, ça serait trop beau. Le cheval était parti. Le charretier disparut à son tour d'un pas traînard d'invalide. Près du culbuteur, le manœuvre n'avait point bougé, ramassé en boule, enfonçant le menton entre ses genoux, fixant sur le vide ses gros yeux éteints. Quand il eut repris son paquet, Étienne ne s'éloigna pas encore. Il sentait les rafales lui glacer le dos pendant que sa poitrine brûlait devant le grand feu. Peut-être tout de même ferait-il bien de s'adresser à la fosse. Le vieux pouvait ne pas savoir. Puis, il se résignait, il accepterait n'importe quelle besogne. Où aller et que devenir à travers ce pays affamé par le chômage? Laisser derrière un mur sa carcasse de chien perdu? Cependant, une hésitation le troublait, une peur du voreux au milieu de cette plaine rase noyée sous une nuit si épaisse. À chaque bourrasque, le vent paraissait grandir, comme s'il eût soufflé d'un horizon sans cesse élargi. Aucune aube ne blanchissait dans le ciel mort. Les hauts fourneaux seuls flambaient, ainsi que les fours à coke, ensanglantant les ténèbres sans en éclairer l'inconnu. Et le voreux, au fond de son trou, avec son tassement de bêtes méchantes, s'écrasait davantage, respirait d'une haleine plus grosse et plus longue, l'air gêné par sa digestion pénible de chair humaine. Au milieu des champs de blé et de betteraves, le coron des 240 dormait sous la nuit noire. On distinguait vaguement les 4 immenses corps de petites maisons adossées, des corps de caserne ou d'hôpital, géométriques, parallèles, que séparaient les 3 larges avenues divisées en jardins égaux. Et sur le plateau désert, on entendait la seule plainte des rafales dans les treillages arrachés des clôtures. Chez les Maheu, au numéro 16 du 2e corps, rien ne bougeait. Des ténèbres épaisses noyaient l'unique chambre du 1er étage, comme écrasant de leur poids le sommeil des êtres que l'on sentait là, en tas, la bouche ouverte, assommés de fatigue. Malgré le froid vif du dehors, l'air alourdi avait une chaleur vivante, cet étouffement chaud des chambrées les mieux tenues qui sentent le bétail humain. 4 heures sonnèrent au coucou de la salle du rez-de-chaussée. Rien encore ne remua. Des haleines grêles sifflaient, accompagnées de 2 ronflements sonores. Et brusquement, ce fut Catherine qui se leva. Dans sa fatigue, elle avait par habitude compté les 4 coups du timbre à travers le plancher sans trouver la force de s'éveiller complètement. Puis, les jambes jetées hors des couvertures, elle tâtonna, frotta enfin une allumette et alluma la chandelle. Mais elle restait assise, la tête si pesante qu'elle se renversait entre les 2 épaules, cédant au besoin invincible de retomber sur le traversin. Maintenant, la chandelle éclairait la chambre, carrée, à 2 fenêtres, que 3 lits emplissaient. Il y avait une armoire, une table, 2 chaises de vieux noyer, dont le ton fumeux tachait durement les murs, peints en jaune clair. Et rien autre. Des hardes pendues à des clous, une cruche posée sur le carreau près d'une terrine rouge servant de cuvette. Dans le lit de gauche, Zacharie, l'aîné, un garçon de 21 ans, était couché avec son frère Jeanlin, qui achevait sa 11e année. Dans celui de droite,
2 mioches, Lénore et Henri. La première de 6 ans, le second de 4, dormaient au bras l'un de l'autre. Tandis que Catherine partageait le 3e lit avec sa sœur Alzire, si chétive pour ses 9 ans qu'elle ne l'aurait même pas sentie près d'elle sans la bosse de la petite infirme qui lui enfonçait les côtes. La porte vitrée était ouverte. On apercevait le couloir du palier, l'espèce de boyau où le père et la mère occupaient un 4e lit, contre lequel ils avaient dû installer le berceau de la dernière venue, Estelle, âgée de 3 mois à peine. Cependant, Catherine fit un effort désespéré. Elle s'étirait, elle crispait ses 2 mains dans ses cheveux roux qui lui embroussaillaient le front et la nuque. Fluette, pour ses 15 ans, elle ne montrait de ses membres, hors du fourreau étroit de sa chemise, que des pieds bleuis, comme tatoués de charbon, et des bras délicats, dont la blancheur de lait tranchait sur le teint blême du visage, déjà gâté par les continuels lavages au savon noir. Un dernier bâillement ouvrit sa bouche un peu grande, aux dents superbes dans la pâleur chlorotique des gencives, pendant que ses yeux gris pleuraient de sommeil combattu, avec une expression douloureuse et brisée qui semblait enfler de fatigue sa nudité entière. Mais un grognement arriva du palier. La voix de Maheu bégayait, empâtée. « Sacré nom, il est l'heure. C'est toi qui allumes, Catherine ?»« Oui, père. Ça vient de sonner en bas. Dépêche-toi donc, fainéante. Si tu avais moins dansé hier dimanche, tu nous aurais réveillés plus tôt. En voilà une vie de paresse. » Et il continua de gronder, mais le sommeil le reprit à son tour. Ses reproches s'embarrassèrent, s'éteignirent dans un nouveau ronflement. La jeune fille, en chemise, pieds nus sur le carreau, allait et venait par la chambre. Comme elle passait devant le lit d'Henri et de Lénore, elle rejeta sur eux la couverture qui avait glissé, et ils ne s'éveillaient pas, anéantis dans le gros sommeil de l'enfance. Alzire, les yeux ouverts, s'était retournée pour prendre la place chaude de sa grande sœur sans prononcer un mot. « Dis donc, Zacharie. Et toi, Jeanlin, dis donc, » répétait Catherine, debout devant les 2 frères qui restaient vautrés le nez dans le traversin. Elle dut saisir le grand par l'épaule et le secouer. Puis, tandis qu'il mâchait des injures, elle prit le parti de les découvrir en arrachant le drap. Cela lui parut drôle. Elle se mit à rire lorsqu'elle vit les 2 garçons se débattre, les jambes nues. « C'est bête, lâche-moi » grogna Zacharie de méchante humeur quand il se fut assis. « Je n'aime pas les farces. Dire nom de Dieu qu'il faut se lever. » Il était maigre, dégingandé, la figure longue, salie de quelques rares poils de barbe, avec les cheveux jaunes et la pâleur anémique de toute la famille. Sa chemise lui remontait au ventre, et il la baissa, non par pudeur, mais parce qu'il n'avait pas chaud. « C'est sonné en bas, » répétait Catherine. « Allons, oup, le père se fâche. » Jeanlin, qui s'était pelotonné, referma les yeux en disant « Va te faire fiche, je dors. » Elle eut un nouveau rire de bonne fille. Il était si petit, les membres grêles, avec des articulations énormes, grossis par des scrofules, qu'elle le prit à plein bras. Mais il gigotait. Son masque de singe blafard et crépu, troué de ses yeux verts, élargi par ses grandes oreilles, pâlissait de la rage d'être faible. Il ne dit rien, il la mordit au sein droit. « Méchant bougre !» murmura-t-elle en retenant un cri et en le posant par terre. Alzire, silencieuse, le drap au menton, ne s'était pas rendormie. Elle suivait de ses yeux intelligents d'infirme sa sœur et ses 2 frères qui maintenant s'habillaient. Une autre querelle éclata autour de la terrine. Les garçons bousculèrent la jeune fille parce qu'elle se lavait trop longtemps. Les chemises volaient, pendant que, gonflés encore de sommeil, ils se soulageaient sans honte, avec l'aisance tranquille d'une portée de jeunes chiens grandis ensemble. Du reste, Catherine fut prête la première. Elle enfila sa culotte de mineur, passa la veste de toile, noua le béguin bleu autour de son chignon, et dans ses vêtements propres du lundi, elle avait l'air d'un petit homme. Rien ne lui restait de son sexe que le dandinement léger des hanches. « Quand le vieux rentrera, » dit méchamment Zacharie, « il sera content de trouver le lit défait. Tu sais, je lui raconterai que c'est toi. » Le vieux, c'était le grand-père, Bonnemort, qui, travaillant la nuit, se couchait au jour.
de sorte que le lit ne refroidissait pas, il y avait toujours dedans quelqu'un à ronfler. Sans répondre, Catherine s'était mise à tirer la couverture et à l'aborder. Mais depuis un instant, des bruits s'entendaient derrière le mur, dans la maison voisine. Ces constructions de briques, installées économiquement par la compagnie, étaient si minces que les moindres souffles les traversaient. On vivait coude à coude d'un bout à l'autre, et rien de la vie intime n'y restait caché, même aux gamins. Un pas lourd avait ébranlé un escalier, puis il y eut comme une chute molle, suivie d'un soupir d'aise. « Bon, dit Catherine, Levaque descend, et voilà Bouteloup qui va retrouver la Levaque. » Jeanlin ricana. Les yeux d'Alzire eux-mêmes brillèrent. Chaque matin, il s'égayait ainsi du ménage à trois des voisins, un haveur qui logeait un ouvrier de la coupe à terre, ce qui donnait à la femme 2 hommes, l'un de nuit, l'autre de jour. « Philomène tous, reprit Catherine, après avoir tendu l'oreille. Elle parlait de l'aînée des Levaque, une grande fille de 19 ans, la maîtresse de Zacharie, dont elle avait 2 enfants déjà. Si délicate de poitrine d'ailleurs, qu'elle était cribleuse à la fosse, n'ayant jamais pu travailler au fond. « Ah oui, Philomène, répondit Zacharie, elle s'en moque, elle dort. C'est cochon de dormir jusqu'à 6 heures. » Il passait sa culotte lorsqu'il ouvrit une fenêtre, préoccupé d'une idée brusque. Au dehors, dans les ténèbres, le coron s'éveillait. Des lumières pointaient une à une entre les lames des persiennes. Et ce fut encore une dispute. Il se penchait pour guetter s'il ne verrait pas sortir de chez les Pierron, en face, le maître porion du Voreux, qu'on accusait de coucher avec la Pierronne. Tandis que sa sœur lui criait que le mari avait depuis la veille pris son service de jour à l'accrochage et que bien sûr Dansert n'avait pu coucher cette nuit-là. L'air entrait par bouffées glaciales, tous deux s'emportaient, en soutenant chacun l'exactitude de ses renseignements, lorsque des cris et des larmes éclatèrent. C'était dans son berceau Estelle que le froid contrariait. Du coup, Maheu se réveilla. Qu'avait-il donc dans les os? Voilà qui se rendormait comme un propre à rien. Et il jurait si fort que les enfants à côté ne soufflaient plus. Zacharie et Jeanlin achevèrent de se laver, avec une lenteur déjà lasse. Alzire, les yeux grands ouverts, regardait toujours. Les 2 mioches, Lénore et Henri, au bras l'un de l'autre, n'avaient pas remué, respirant du même petit souffle malgré le vacarme. « Catherine, donne-moi la chandelle !» cria Maheu. Elle finissait de boutonner sa veste. Elle porta la chandelle dans le cabinet, laissant ses frères chercher leurs vêtements au peu de clarté qui venait de la porte. Son père sautait du lit. Mais elle ne s'arrêta point. Elle descendit en gros bas de laine, à tâtons, et alluma dans la salle une autre chandelle pour préparer le café. Tous les sabots de la famille étaient sous le buffet. « Te tairas-tu, vermine !» reprit Maheu, exaspéré des cris d'Estelle qui continuaient. Il était petit comme le vieux Bonnemort, et il lui ressemblait en gras, la tête forte, la face plate et livide, sous les cheveux jaunes coupés très courts. L'enfant hurlait davantage, effrayé par ses grands bras noueux qui se balançaient au-dessus d'elle. « Laisse-la, tu sais bien qu'elle ne veut pas se taire, » dit la Maheude en s'allongeant au milieu du lit. Elle aussi venait de s'éveiller, et elle se plaignait, c'était bête de ne jamais faire sa nuit complète. Il ne pouvait donc partir doucement. Enfouie dans la couverture, elle ne montrait que sa figure longue, aux grands traits, d'une beauté lourde, déjà déformée à 39 ans par sa vie de misère et les 7 enfants qu'elle avait eus. Les yeux au plafond, elle parla avec lenteur pendant que son homme s'habillait. Ni l'un ni l'autre n'entendait plus la petite qui s'étranglait à crier. « Hein, tu sais, je suis sans le sou, et nous voici à lundi seulement. Encore 6 jours à attendre la quinzaine. Il n'y a pas moyen que ça dure. À vous tous vous apporter 9 francs. Comment veux-tu que j'arrive? Nous sommes 10 à la maison. »« Oh, 9 francs, se récria Maheu. Moi et Zacharie, 3, ça fait 6. Catherine et le père, 2, ça fait 4. 4 et 6, 10. Et Jeanlin, 1, ça fait 11. Oui, 11. Mais il y a les dimanches et les jours de chômage. Jamais plus de 9, entends-tu? Il ne répondit pas, occupé à chercher par terre sa ceinture de cuir. Puis il dit en se relevant « Faut pas se plaindre, je suis tout de même solide.
Il y en a plus d'un à 42 ans qui passe au raccommodage. Possible, mon vieux, mais ça ne nous donne pas du pain. Qu'est-ce que je vais fiche, dis? Tu n'as rien, toi? J'ai 2 sous. Garde-les pour boire une chope. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais fiche? 6 jours. Ça n'en finit plus. Nous devons 60 francs à Maigrat, qui m'a mis à la porte avant-hier. Ça ne m'empêchera pas de retourner le voir. Mais s'il s'entête à refuser... Et la Maheude continua d'une voix morne, la tête immobile, fermant par instants les yeux sous la clarté triste de la chandelle. Elle disait le buffet vide, les petits demandant des tartines, le café même manquant, et l'eau qui donnait des coliques, et les longues journées passées à tromper la faim avec des feuilles de chou bouillies. Peu à peu, elle avait dû hausser le ton car le hurlement d'Estelle couvrait ses paroles. Ses cris devenaient insoutenables. Maheu parut tout d'un coup les entendre, hors de lui, et il saisit la petite dans le berceau, il la jeta sur le lit de la mère, en balbutiant de fureur. « Tiens, prends-la, je l'écraserai. » Nom de Dieu d'enfant, ça ne manque de rien, sa tête, ça se plaint plus haut que les autres. Estelle s'était mise à téter, en effet. Disparue sous la couverture, calmée par la tiédeur du lit, elle n'avait plus qu'un petit bruit goulu des lèvres. « Est-ce que les bourgeois de la Piolaine ne t'ont pas dit d'aller les voir ?» reprit le père au bout d'un silence. La mère pinça la bouche d'un air de doute découragé. « Oui, ils m'ont rencontré. Ils portent des vêtements aux enfants pauvres. Enfin, je mènerai ce matin chez eux Lénore et Henri. S'ils me donnaient 100 sous seulement. » Le silence recommença. Maheu était prêt. Il demeura un moment immobile, puis il conclut de sa voix sourde. « Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Arrange-toi pour la soupe. Ça n'avance à rien d'en causer. Vaut mieux être là-bas au travail. » « Bien sûr, » répondit la Maheude. « Souffle la chandelle. Je n'ai pas besoin de voir la couleur de mes idées. » Il souffla la chandelle. Déjà, Zacharie et Jeanlin descendaient. Il les suivit. Et l'escalier de bois craquait sous leurs pieds lourds, chaussés de laine. Derrière eux, le cabinet et la chambre étaient retombés aux ténèbres. Les enfants dormaient. Les paupières d'Alzire elles-mêmes s'étaient closes. Mais la mère restait maintenant les yeux ouverts dans l'obscurité, tandis que, tirant sur sa mamelle pendante de femme épuisée, Estelle ronronnait comme un petit chat. En bas, Catherine s'était d'abord occupée du fer, la cheminée de fonte à grille centrale, flanquée de 2 fours, et où brûlait constamment un feu de houille. La compagnie distribuait par mois à chaque famille 8 hectolitres d'escaillage, charbon dur ramassé dans les voies. Il s'allumait difficilement, et la jeune fille qui couvrait le feu chaque soir n'avait qu'à le secouer le matin en ajoutant des petits morceaux de charbon tendre triés avec soin. Puis, après avoir posé une bouillotte sur la grille, elle s'accroupit devant le buffet. C'était une salle assez vaste, tenant tout le rez-de-chaussée, peinte en vert pomme, d'une propreté flamande, avec ses dalles lavées à grande eau et semées de sable blanc. Outre le buffet de sapin verni, l'ameublement consistait en une table et des chaises du même bois. Collés sur les murs, des enluminures violentes, les portraits de l'empereur et de l'impératrice donnés par la compagnie, des soldats et des saints, bariolés d'or, tranchaient crûment dans la nudité claire de la pièce. Et il n'y avait d'autres ornements qu'une boîte de carton rose sur le buffet, et que le coucou à cadran peinturluré dont le gros tic-tac semblait emplir le vide du plafond. Près de la porte de l'escalier, une autre porte conduisait à la cave. Malgré la propreté, une odeur d'oignon cuit, enfermé depuis la veille, empoisonnait l'air chaud, cet air alourdi, toujours chargé d'une âcreté de houille. Devant le buffet ouvert, Catherine réfléchissait. Il ne restait qu'un bout de pain, du fromage blanc en suffisance, mais à peine une lichette de beurre. Et il s'agissait de faire les tartines pour eux 4. Enfin, elle se décida, coupa les tranches, en prit une qu'elle couvrit de fromage, en frotta une autre de beurre, puis les colla ensemble. C'était le briquet, la double tartine emportée chaque matin à la fosse.
Bientôt, les 4 briquets furent en rang sur la table, répartis avec une sévère justice, depuis le gros du père jusqu'au petit de Jeanlin. Catherine, qui paraissait toute à son ménage, devait pourtant rêvasser aux histoires que Zacharie racontait sur le maître Porion et la Pierronne, car elle entrebâilla la porte d'entrée et jeta un coup d'œil dehors. Le vent soufflait toujours. Des clartés plus nombreuses couraient sur les façades basses du coron, d'où montait une vague trépidation de réveil. Déjà, des portes se refermaient, des files noires d'ouvriers s'éloignaient dans la nuit. Était-elle bête de se refroidir, puisque le chargeur à l'accrochage dormait, bien sûr, en attendant d'aller prendre son service à 6 heures. Et elle restait. Elle regardait la maison de l'autre côté des jardins. La porte s'ouvrit, sa curiosité s'alluma, mais ce ne pouvait être que la petite des Pierron, Lydie, qui partait pour la fosse. Un bruit sifflant de vapeur la fit se tourner. Elle ferma, se hâta de courir, l'eau bouillait et se répandait, éteignant le feu. Il ne restait plus de café, elle dut se contenter de passer l'eau sur le marc de la veille. Puis elle sucra dans la cafetière avec de la cassonade. Justement, son père et ses 2 frères descendaient. « Fichtre !» déclara Zacharie quand il eut mis le nez dans son bol. « En voilà un qui ne nous cassera pas la tête. » Maheu haussa les épaules d'un air résigné. « Bah, c'est chaud. C'est bon tout de même. » Jeanlin avait ramassé les miettes des tartines et trempait une soupe. Après avoir bu, Catherine acheva de vider la cafetière dans les gourdes de fer blanc. Tous 4, debout, mal éclairés par la chandelle fumeuse, avalaient en hâte. « Y sommes-nous à la fin ?» dit le père. « On croirait qu'on a des rentes. » Mais une voix vint de l'escalier dont ils avaient laissé la porte ouverte. C'était la Maheude qui criait « Prenez tout le pain. J'ai un peu de vermicelle pour les enfants. »« Oui, oui, » répondit Catherine. Elle avait recouvert le feu en calant sur un coin de la grille un restant de soupe que le grand-père trouverait chaude lorsqu'il rentrerait à 6 heures. Chacun prit sa paire de sabots sous le buffet, se passa la ficelle de sa gourde à l'épaule et fourra son briquet dans son dos, entre la chemise et la veste. Et ils sortirent. Les hommes devant, la fille derrière, soufflant la chandelle, donnant un tour de clé. La maison redevint noire. « Tiens, nous filons ensemble », dit un homme qui refermait la porte de la maison voisine. C'était Levaque, avec son fils Bébert, un gamin de 12 ans, grand ami de Jeanlin. Catherine, étonnée, étouffa de rire à l'oreille de Zacharie. Quoi donc, Bouteloup n'attendait même plus que le mari fût parti. Maintenant, dans le coron, les lumières s'éteignaient. Une dernière porte claqua, tout dormait de nouveau. Les femmes et les petits reprenaient leur somme au fond des lits plus larges. Et du village éteint au voreux qui soufflait, c'était sous les rafales un lent défilé d'ombre, le départ des charbonniers pour le travail, roulant des épaules, embarrassés de leurs bras qu'ils croisaient sur la poitrine, tandis que derrière, le briquet faisait à chacun une bosse. Vêtus de toile mince, ils grelottaient de froid, sans se hâter davantage, débandés le long de la route avec un piétinement de troupeau. Étienne, descendu enfin du terri, venait d'entrer au Voreux. Et les hommes auxquels il s'adressait, demandant s'il y avait du travail, hochaient la tête, lui disaient tous d'attendre le maître Porion. On le laissait libre au milieu des bâtiments mal éclairés, pleins de trous noirs, inquiétants avec la complication de leurs salles et de leurs étages. Après avoir monté un escalier obscur à moitié détruit, il s'était trouvé sur une passerelle branlante, puis avait traversé le hangar du criblage, plongé dans une nuit si profonde qu'il marchait les mains en avant pour ne pas se heurter. Devant lui, brusquement, 2 yeux jaunes, énormes, trouèrent les ténèbres. Il était sous le beffroi, dans la salle de recette, à la bouche même du puits. Un porion, le père Richomme, un gros à figure de bon gendarme, barré de moustaches grises, se dirigeait justement vers le bureau du receveur. « On n'a pas besoin d'un ouvrier ici, pour n'importe quel travail ?» demanda de nouveau Étienne. Richomme allait dire non, mais il se reprit et répondit comme les autres en s'éloignant « Attendez, monsieur Dansert, le maître Porion. »
4 lanternes étaient plantées là, et les réflecteurs qui jetaient toute la lumière sur le puits éclairaient vivement les rampes de fer, les leviers des signaux et des verrous, les madriers des guides où glissaient les 2 cages. Le reste, la vaste salle, pareille à une nef d'église, se noyait, peuplée de grandes ombres flottantes. Seule la lampisterie flambait au fond, tandis que dans le bureau du receveur, une maigre lampe mettait comme une étoile près de s'éteindre. L'extraction venait d'être reprise, et sur les dalles de fonte, c'était un tonnerre continu. Les berlines de charbon roulaient sans cesse, les courses des moulineurs, dont on distinguait les longues échines penchées dans le remuement de toutes ces choses noires et bruyantes qui s'agitaient. Un instant, Étienne resta immobile, assourdi, aveuglé. Il était glacé, des courants d'air entraient de partout. Alors il fit quelques pas, attiré par la machine dont il voyait maintenant luire les aciers et les cuivres. Elle se trouvait en arrière du puits, à 25 mètres, dans une salle plus haute, et assise si carrément sur son massif de briques qu'elle marchait à toute vapeur, de toute sa force de 400 chevaux, sans que le mouvement de sa bielle énorme, émergeant et plongeant avec une douceur huilée, donnât un frisson au mur. Le machineur, debout à la barre de mise en train, écoutait les sonneries des signaux, ne quittait pas des yeux le tableau indicateur où le puits était figuré, avec ses étages différents, par une rainure verticale que parcouraient des plombs pendus à des ficelles représentant les cages. Et à chaque départ, quand la machine se remettait en branle, les bobines, les 2 immenses roues de 5 mètres de rayon, au moyeu desquelles les 2 câbles d'acier s'enroulaient et se déroulaient en sens contraire, tournaient d'une telle vitesse qu'elle n'était plus qu'une poussière grise. « Attention donc !» crièrent 3 moulineurs qui traînaient une échelle gigantesque. Étienne avait manqué d'être écrasé. Ses yeux s'habituaient. Il regardait en l'air filer les câbles, plus de 30 mètres de ruban d'acier qui montaient d'une volée dans le beffroi, où il passait sur les molettes pour descendre à pic dans le puits s'attacher aux cages d'extraction. Une charpente de fer, pareille à la haute charpente d'un clocher, portait les molettes. C'était un glissement d'oiseaux sans un bruit, sans un heurt, la fuite rapide, le continuel va-et-vient d'un fil de poids énorme qui pouvait enlever jusqu'à 12 000 kilogrammes avec une vitesse de 10 mètres à la seconde. « Attention donc, nom de Dieu !» crièrent de nouveau les moulineurs qui poussaient l'échelle de l'autre côté pour visiter la molette de gauche. Lentement, Étienne revint à la recette. Ce vol géant sur sa tête l'ahurissait. Et, grelottant dans les courants d'air, il regarda la manœuvre des cages, les oreilles cassées par le roulement des berlines. Près du puits, le signal fonctionnait, un lourd marteau à levier qu'une corde tirée du fond laissait tomber sur un billot. 1 coup pour arrêter, 2 pour descendre, 3 pour monter. C'était sans relâche comme des coups de massue dominant le tumulte, accompagnés d'une claire sonnerie de timbre. Pendant que le moulineur, dirigeant la manœuvre, augmentait encore le tapage en criant des ordres aux machineurs dans un porte-voix. Les cages, au milieu de ce branle-bas, apparaissaient et s'enfonçaient, se vidaient et se remplissaient sans qu'Étienne comprît rien à ces besognes compliquées. Il ne comprenait bien qu'une chose. Le puits avalait des hommes par bouchées de 20 et de 30, et d'un coup de gosier si facile qu'il semblait ne pas les sentir passer. Dès 4 heures, la descente des ouvriers commençait. Ils arrivaient de la baraque, pieds nus, la lampe à la main, attendant par petits groupes d'être en nombre suffisant. Sans un bruit, d'un jaillissement doux de bêtes nocturnes, la cage de fer montait du noir, se calait sur les verrous avec ses 4 étages contenant chacun 2 berlines pleines de charbon. Des moulineurs aux différents paliers sortaient les berlines, les remplaçaient par d'autres, vides ou chargées à l'avance des bois de taille. Et c'était dans les berlines vides que s'empilaient les ouvriers, 5 par 5, jusqu'à 40 d'un coup, lorsqu'ils tenaient toutes les cases. Un ordre partait du porte-voix, un beuglement sourd et indistinct, pendant qu'on tirait 4 fois la corde du signal d'en bas, sonnant à la viande, pour prévenir de ce chargement de chair humaine. Puis, après un léger sursaut, la cage plongeait, silencieuse, tombait comme une pierre, ne laissait derrière elle que la fuite vibrante du câble.
C'est profond ? Demanda Étienne à un mineur qui attendait près de lui, l'air somnolent. 554 mètres, répondit l'homme. Mais il y a 4 accrochages au-dessus, le premier à 320. Tous deux se turent, les yeux sur le câble qui remontait. Étienne reprit « Et quand ça casse ?»« Ah, quand ça casse... » Le mineur acheva d'un geste. Son tour était arrivé. La cage avait reparu, de son mouvement aisé et sans fatigue. Il s'y accroupit avec des camarades, elle replongea, puis jaillit de nouveau, au bout de 4 minutes à peine, pour engloutir une autre charge d'hommes. Pendant une demi-heure, le puits en dévora de la sorte, d'une gueule plus ou moins gloutonne, selon la profondeur de l'accrochage où il descendait, mais sans un arrêt, toujours affamé, de boyaux géants capables de digérer un peuple. Cela s'emplissait encore, et les ténèbres restaient mortes. La cage montait du vide dans le même silence vorace. Étienne, à la longue, fut repris du malaise qu'il avait éprouvé déjà sur le terri. Pourquoi s'entêter ? Ce maître porion le congédierait comme les autres. Une peur vague le décida brusquement. Il s'en alla. Il ne s'arrêta dehors que devant le bâtiment des générateurs. La porte, grande ouverte, laissait voir 7 chaudières à 2 foyers. Au milieu de la buée blanche, dans le sifflement des fuites, un chauffeur était occupé à charger un des foyers, dont l'ardente fournaise se faisait sentir jusque sur le seuil. Et le jeune homme, heureux d'avoir chaud, s'approchait lorsqu'il rencontra une nouvelle bande de charbonniers qui arrivaient à la fosse. C'étaient les Maheu et les Levaque. Quand il aperçut en tête Catherine, avec son air doux de garçon, l'idée superstitieuse lui vint de risquer une dernière demande. « Dites donc, camarade, on n'a pas besoin d'un ouvrier pour n'importe quel travail ?» Elle le regarda, surprise, un peu effrayée de cette voix brusque qui sortait de l'ombre. Mais derrière elle, Maheu avait entendu, et il répondit. Il causa un instant. Non, on n'avait besoin de personne. Ce pauvre diable d'ouvrier perdu sur les routes l'intéressait. Lorsqu'il le quitta, il dit aux autres « Hein, on pourrait être comme ça. Faut pas se plaindre, tous n'ont pas du travail à crever. » La bande entra et alla droit à la baraque, vaste salle grossièrement crépie, entourée d'armoires que fermaient des cadenas. Au centre, une cheminée de fer, une sorte de poêle sans porte, était rouge, si bourrée de houille incandescente que des morceaux craquaient et déboulaient sur la terre battue du sol. La salle ne se trouvait éclairée que par ce brasier, dont les reflets sanglants dansaient le long des boiseries crasseuses, jusqu'au plafond sali d'une poussière noire. Comme les Maheu arrivaient, des rires éclataient dans la grosse chaleur. Une trentaine d'ouvriers étaient debout, le dos tourné à la flamme, se rôtissant d'un air de jouissance. Avant la descente, tous venaient ainsi prendre et emporter dans la peau un bon coup de feu pour braver l'humidité du puits. Mais ce matin-là, on s'égayait davantage. On plaisantait la Mouquette, une herscheuse de 18 ans, bonne fille dont la gorge et le derrière énorme crevaient la veste et la culotte. Elle habitait Réquillart avec son père, le vieux Mouque, palefrenier, et Mouquet, son frère, moulineur. Seulement, les heures de travail n'étant pas les mêmes, elle se rendait seule à la fosse. Et au milieu des blés en été, contre un mur en hiver, elle se donnait du plaisir en compagnie de son amoureux de la semaine. Toute la mine y passait. Une vraie tournée de camarades, sans autre conséquence. Un jour, qu'on lui reprochait un cloutier de Marchienne, elle avait failli crever de colère, criant qu'elle se respectait trop, qu'elle se couperait un bras si quelqu'un pouvait se flatter de l'avoir vue avec un autre qu'un charbonnier. « Ce n'est donc plus le grand Chaval ?» disait un mineur en ricanant. « T'as pris ce petiot-là, mais lui faudrait une échelle. Je vous ai aperçu derrière Réquillart, à preuve qu'il est monté sur une borne. »« Après, » répondait la Mouquette en belle humeur, « qu'est-ce que ça te fiche ? On t'a pas appelé pour que tu pousses ?» Et cette grossièreté bon enfant redoublait les éclats des hommes qui enflaient leurs épaules à demi cuites par le poêle, tandis que, secouée elle-même de rire, elle promenait au milieu d'eux l'indécence de son costume, d'un comique troublant, avec ses bosses de chair exagérées jusqu'à l'infirmité. Mais la gaieté tomba. Mouquette racontait à Maheu que Florence,
la grande Fleurance ne viendrait plus. On l'avait trouvée la veille raide sur son lit. Les uns disaient d'un décrochement du cœur, les autres d'un litre de genièvre bu trop vite. Et Maheu se désespérait. Encore de la malchance. Voilà qu'il perdait une de ses herscheuses sans pouvoir la remplacer immédiatement. Il travaillait au marchandage. Ils étaient 4 haveurs associés dans sa taille. Lui, Zacharie, Levaque et Chaval. S'il n'avait plus que Catherine pour rouler, la besogne allait souffrir. Tout d'un coup, il cria « Tiens, et cet homme qui cherchait de l'ouvrage ?» Justement, Dansaert passait devant la baraque. Maheu lui conta l'histoire, demanda l'autorisation d'embaucher l'homme, et il insistait sur le désir que témoignait la compagnie de substituer aux herscheuses des garçons, comme à Anzin. Le maître Porion eut d'abord un sourire, car le projet d'exclure les femmes du fond répugnait d'ordinaire aux mineurs, qui s'inquiétaient du placement de leurs filles, peu touchés de la question de moralité et d'hygiène. Enfin, après avoir hésité, il permit, mais en se réservant de faire ratifier sa décision par M. Négrel, l'ingénieur. « Ah bien, déclara Zacharie. Il est loin, l'homme, s'il court toujours. »« Non, dit Catherine, je l'ai vu s'arrêter aux chaudières. »« Va donc, fainéante !» cria Maheu. La jeune fille s'élança, pendant qu'un flot de mineurs montait au puits, cédant le feu à d'autres. Jeanlin, sans attendre son père, alla lui aussi prendre sa lampe, avec Bébert, gros garçon naïf, et Lydie, chétive fillette de 10 ans. Partie devant eux, la mouquette s'exclamait dans l'escalier noir, en les traitant de sales mioches et en menaçant de les gifler s'ils la pinçaient. Étienne, dans le bâtiment aux chaudières, causait en effet avec le chauffeur qui chargeait les foyers de charbon. Il éprouvait un grand froid à l'idée de la nuit où il lui fallait rentrer. Pourtant, il se décidait à partir lorsqu'il sentit une main se poser sur son épaule. « Venez, dit Catherine. Il y a quelque chose pour vous. » D'abord, il ne comprit pas. Puis, il eut un élan de joie. Il serra énergiquement les mains de la jeune fille. « Merci, camarade. Ah, vous êtes un bon bougre, par exemple. » Elle se mit à rire, en le regardant dans la rouge lueur des foyers qui les éclairaient. Cela l'amusait qu'il la prît pour un garçon, fluette encore, son chignon caché sous le béguin. Lui riait aussi de contentement, et ils restèrent un instant tous deux à se rire à la face, les joues allumées. Maheu, dans la baraque, accroupi devant sa caisse, retirait ses sabots et ses gros bas de laine. Lorsqu'Étienne fut là, on régla tout en 4 paroles. 30 sous par jour, un travail fatigant mais qu'il apprendrait vite. Le haveur lui conseilla de garder ses souliers, et il lui prêta une vieille barrette, un chapeau de cuir destiné à garantir le crâne, précaution que le père et les enfants dédaignaient. Les outils furent sortis de la caisse, où se trouvait justement la pelle de Fleurance. Puis, quand Maheu y eut enfermé leurs sabots, leurs bas, ainsi que le paquet d'Étienne, il s'impatienta brusquement. Que fait-il donc, cette rosse de Chaval? Encore quelques filles culbutées sur un tas de pierres. Nous sommes en retard d'une demi-heure aujourd'hui. Zacharie et Levaque se rôtissaient tranquillement les épaules. Le premier finit par dire « C'est Chaval que tu attends? Il est arrivé avant nous. Il est descendu tout de suite. »« Comment, tu sais ça et tu ne m'en dis rien? Allons, allons, dépêchons !» Catherine, qui chauffait ses mains, dut suivre la bande. Étienne la laissa passer, monta derrière elle. De nouveau, il voyageait dans un dédale d'escaliers et de couloirs obscurs où les pieds nus faisaient un bruit mou de vieux chaussons. Mais la lampisterie flamboya, une pièce vitrée, emplie de râteliers qui alignaient par étages des centaines de lampes d'avis, visitées, lavées de la veille, allumées comme des cierges au fond d'une chapelle ardente. Au guichet, chaque ouvrier prenait la sienne, poinçonnée à son chiffre, puis il l'examinait, la fermait lui-même, pendant que le marqueur, assis à une table, inscrivait sur le registre l'heure de la descente. Il fallut que Maheu intervînt pour la lampe de son nouveau herscheur. Et il y avait encore une précaution. Les ouvriers défilaient devant un vérificateur qui s'assurait si toutes les lampes étaient bien fermées. « Fichtre, il fait pas chaud ici !» murmura Catherine, grelottante. Étienne se contenta de hocher la tête. Il se retrouvait devant le puits, au milieu de la vaste salle balayée de courants d'air.
Certes, il se croyait brave, et pourtant une émotion désagréable le serrait à la gorge. Dans le tonnerre des berlines, les coups sourds des signaux, le beuglement étouffé du porte-voix, en face du vol continu de ces câbles déroulés et enroulés à toute vapeur par les bobines de la machine. Les cages montaient, descendaient, avec leur glissement de bêtes de nuit, engouffraient toujours des hommes que la gueule du trou semblait boire. C'était son tour maintenant. Il avait très froid. Il gardait un silence nerveux qui faisait ricaner Zacharie et Levaque, car tous deux désapprouvaient l'embauchage de cet inconnu. Levaque, surtout, blessé de n'avoir pas été consulté. Aussi Catherine fut-elle heureuse d'entendre son père expliquer les choses au jeune homme. « Regardez, au-dessus de la cage, il y a un parachute, des crampons de fer qui s'enfoncent dans les guides en cas de rupture. Ça fonctionne, pas toujours. Oui, le puits est divisé en 3 compartiments fermés par des planches du haut en bas. Au milieu, les cages. À gauche, le goyot des échelles. » Mais il s'interrompit pour gronder, sans se permettre de trop hausser la voix. « Qu'est-ce que nous fichons là, nom de Dieu? Est-il permis de nous faire geler de la sorte ?» Le porion Richomme, qui allait descendre lui aussi, sa lampe à feu libre fixée par un clou dans le cuir de sa barrette, l'entendit se plaindre. « Méfie-toi, gare aux oreilles, » murmura-t-il paternellement, en vieux mineur resté bon pour les camarades. « Faut bien que les manœuvres se fassent. Tiens, nous y sommes. Embarque avec ton monde. » La cage, en effet, garnie de bandes de tôle et d'un grillage à petites mailles, les attendait, d'aplomb sur les verrous. Maheu, Zacharie, Levaque, Catherine se glissèrent dans une berline du fond. Et comme il devait y tenir 5, Étienne y entra à son tour. Mais les bonnes places étaient prises, il lui fallut se tasser près de la jeune fille, dont un coude lui labourait le ventre. Sa lampe l'embarrassait, on lui conseilla de l'accrocher à une boutonnière de sa veste. Il n'entendit pas, la garda maladroitement à la main. L'embarquement continuait, dessus et dessous. Un enfournement confus de bétail. On ne pouvait donc partir, que se passait-il? Il lui semblait s'impatienter depuis de longues minutes. Enfin, une secousse l'ébranla, et tout sombra. Les objets autour de lui s'envolèrent, tandis qu'il éprouvait un vertige anxieux de chute qui lui tirait les entrailles. Cela dura tant qu'il fut au jour, franchissant les 2 étages des recettes au milieu de la fuite tournoyante des charpentes. Puis, tombé dans le noir de la fosse, il resta étourdi, n'ayant plus la perception nette de ses sensations. « Nous voilà partis, » dit paisiblement Maheu. Tous étaient à l'aise. Lui, par moments, se demandait s'il descendait ou s'il montait. Il y avait comme des immobilités quand la cage filait droit sans toucher au guide, et de brusques trépidations se produisaient ensuite, une sorte de dansement dans les madriers qui lui donnait la peur d'une catastrophe. Du reste, il ne pouvait distinguer les parois du puits, derrière le grillage où il collait sa face. Les lampes éclairaient mal le tassement des corps à ses pieds. Seule la lampe à feu libre du porion, dans la berline voisine, brillait comme un phare. « Celui-ci a 4 mètres de diamètre, » continuait Maheu pour l'instruire. « Le cuvelage aurait bon besoin d'être fait, car l'eau filtre de tous côtés. Tenez, nous arrivons au niveau, entendez-vous » Étienne se demandait justement quel était ce bruit d'averse. Quelques grosses gouttes avaient d'abord sonné sur le toit de la cage, comme au début d'une ondée, et maintenant la pluie augmentait, ruisselait, se changeait en un véritable déluge. Sans doute la toiture était trouée, car un filet d'eau coulant sur son épaule le trempait jusqu'à la chair. Le froid devenait glacial. On enfonçait dans une humidité noire lorsqu'on traversa un rapide éblouissement, la vision d'une caverne où des hommes s'agitaient à la lueur d'un éclair. Déjà, on retombait au néant. Maheu disait « C'est le premier accrochage. Nous sommes à 320 mètres. Regardez, la vitesse !» Levant sa lampe, il éclaira un madrier des guides qui filait ainsi qu'un rail sous un train lancé à toute vapeur. Et au-delà, on ne voyait toujours rien. 3 autres accrochages passèrent dans un envolement de clarté. La pluie assourdissante battait les ténèbres. « Comme c'est profond !» murmura Étienne. Cette chute devait durer depuis des heures. Il souffrait de la fausse position qu'il avait prise, n'osant bouger,
torturé surtout par le coude de Catherine. Elle ne prononçait pas un mot, il la sentait seulement contre lui qui le réchauffait. Lorsque la cage, enfin, s'arrêta au fond, à 554 mètres, il s'étonna d'apprendre que la descente avait duré juste 1 minute. Mais le bruit des verrous qui se fixaient, la sensation sous lui de cette solidité, l'égaya brusquement. Et ce fut en plaisantant qu'il tutoya Catherine. « Qu'as-tu sous la peau à être chaud comme ça? J'ai ton coude dans le ventre, bien sûr. » Alors elle éclata aussi. Était-il bête de la prendre encore pour un garçon? Il avait donc les yeux bouchés. « C'est dans l'œil que tu l'as, mon coude, » répondit-elle au milieu d'une tempête de rire que le jeune homme, surpris, ne s'expliqua point. La cage se vidait. Les ouvriers traversèrent la salle de l'accrochage, une salle taillée dans le roc, voûtée en maçonnerie, et que 3 grosses lampes à feu libre éclairaient. Sur les dalles de fonte, les chargeurs roulaient violemment des berlines pleines. Une odeur de cave suintait des murs, une fraîcheur salpêtrée où passaient des souffles chauds venus de l'écurie voisine. 4 galeries s'ouvraient là, béantes. « Par ici, » dit Maheu à Étienne. « Vous n'y êtes pas, nous avons à faire 2 bons kilomètres. » Les ouvriers se séparaient, se perdaient par groupes au fond de ces trous noirs. Une quinzaine venait de s'engager dans celui de gauche, et Étienne marchait le dernier, derrière Maheu, que précédaient Catherine, Zacharie et Levaque. C'était une belle galerie de roulage, à travers bancs, et d'un roc si solide qu'elle avait eu besoin seulement d'être muraillée en partie. Un par un, ils allaient toujours, sans une parole, avec les petites flammes des lampes. Le jeune homme butait à chaque pas, s'embarrassait les pieds dans les rails. Depuis un instant, un bruit sourd l'inquiétait, le bruit lointain d'un orage dont la violence semblait croître et venir des entrailles de la terre. Était-ce le tonnerre d'un éboulement, écrasant sur leur tête la masse énorme qui les séparait du jour? Une clarté perça la nuit, il sentit trembler le roc, et lorsqu'il se fut rangé le long du mur, comme les camarades, il vit passer contre sa face un gros cheval blanc attelé à un train de berline. Sur la première, tenant les guides, Bébert était assis, tandis que Jeanlin, les poings appuyés au bord de la dernière, courait pieds nus. On se remit en marche. Plus loin, un carrefour se présenta. 2 nouvelles galeries s'ouvraient, et la bande s'y divisa encore. Les ouvriers se répartissaient peu à peu dans tous les chantiers de la mine. Maintenant, la galerie de roulage était boisée, des étais de chêne soutenaient le toit, faisaient à la roche ébouleuse une chemise de charpente, derrière laquelle on apercevait les lames des schistes étincelant de mica et la masse grossière des grès, ternes et rugueux. Des trains de berlines pleines ou vides passaient continuellement, se croisaient, avec leur tonnerre emporté dans l'ombre par des bêtes vagues au trot de fantômes. Sur la double voie de garage, un long serpent noir dormait, un train arrêté, dont le cheval s'ébroua, si noyé de nuit que sa croupe confuse était comme un bloc tombé de la voûte. Des portes d'aérage battaient, se refermaient lentement, et à mesure qu'on avançait, la galerie devenait plus étroite, plus basse, inégale de toit, forçant les échines à se plier sans cesse. Étienne, rudement, se heurta la tête. Sans la barrette de cuir, il avait le crâne fendu. Pourtant, il suivait avec attention devant lui les moindres gestes de Maheu, dont la silhouette sombre se détachait sur la lueur des lampes. Pas un des ouvriers ne se cognait. Il devait connaître chaque bosse, nœud des bois ou renflement de la roche. Le jeune homme souffrait aussi du sol glissant qui se trempait de plus en plus. Par moments, il traversait de véritables mares que le gâchis boueux des pieds révélait seul. Mais ce qui l'étonnait surtout, c'étaient les brusques changements de température. En bas du puits, il faisait très frais, et dans la galerie de roulage, par où passait tout l'air de la mine, soufflait un vent glacé, dont la violence tournait à la tempête entre les muraillements étroits. Ensuite, à mesure qu'on s'enfonçait dans les autres voies, qui recevaient seulement leur part disputée d'aérage, le vent tombait, la chaleur croissait, une chaleur suffocante d'une pesanteur de plomb.
Maheu n'avait plus ouvert la bouche. Il prit à droite une nouvelle galerie, en disant simplement à Étienne, sans se tourner, « La veine Guillaume ». C'était la veine où se trouvait leur taille. Dès les premières enjambées, Étienne se meurtrit de la tête et des coudes. Le toit en pente descendait si bas que sur des longueurs de 20 et 30 mètres, il devait marcher cassé en deux. L'eau arrivait aux chevilles. On fit ainsi 200 mètres, et tout d'un coup il vit disparaître Levaque, Zacharie et Catherine qui semblaient s'être envolés par une fissure mince ouverte devant lui. « Il faut monter, reprit Maheu. Pendez votre lampe à une boutonnière et accrochez-vous au bois. » Lui-même disparut, Étienne dut le suivre. Cette cheminée laissée dans la veine était réservée aux mineurs et desservait toutes les voies secondaires. Elle avait l'épaisseur de la couche de charbon, à peine 60 centimètres. Heureusement, le jeune homme était mince, car, maladroit encore, il s'y hissait avec une dépense inutile de muscles, aplatissant les épaules et les hanches, avançant à la force des poignets cramponnés au bois. 15 mètres plus haut, on rencontra la première voie secondaire, mais il fallut continuer. La taille de Maheu et consorts était à la 6e voie, dans l'enfer, ainsi qu'il disait. Et de 15 mètres en 15 mètres, les voies se superposaient. La montée n'en finissait plus à travers cette fente qui raclait le dos et la poitrine. Étienne râlait, comme si le poids des roches lui eût broyé les membres, les mains arrachées, les jambes meurtries, manquant d'air surtout, au point de sentir le sang lui crever la peau. Vaguement, dans une voie, il aperçut 2 bêtes accroupies, une petite, une grosse, qui poussaient des berlines. C'étaient Lydie et la Mouquette, déjà au travail. Et il lui restait à grimper la hauteur de 2 tailles. La sueur l'aveuglait. Il désespérait de rattraper les autres, dont il entendait les membres agiles frôler le roc d'un long glissement. « Courage, ça y est !» dit la voix de Catherine. Mais comme il arrivait en effet, une autre voix cria du fond de la taille « Eh ben quoi donc? Est-ce qu'on se fout du monde? J'ai 2 kilomètres à faire de Montsou et je suis là le premier !» C'était Chaval. Un grand maigre de 25 ans, osseux, les traits forts, qui se fâchait d'avoir attendu. Lorsqu'il aperçut Étienne, il demanda avec une surprise de mépris « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et Maheu lui ayant conté l'histoire, il ajouta entre les dents « Alors les garçons mangent le pain des filles !» Les 2 hommes échangèrent un regard, allumé d'une de ces haines d'instinct qui flambent subitement. Étienne avait senti l'injure, sans comprendre encore. Un silence régna, tous se mettaient au travail. C'étaient enfin les veines peu à peu emplies, les tailles en activité, à chaque étage, au bout de chaque voie. Le puits dévorateur avait avalé sa ration quotidienne d'hommes, près de 700 ouvriers, qui besognaient à cette heure dans cette fourmilière géante, trouant la terre de toutes parts, la criblant ainsi qu'un vieux bois piqué des vers. Et au milieu du silence lourd, de l'écrasement des couches profondes, on aurait pu, l'oreille collée à la roche, entendre le branle de ces insectes humains en marche, depuis le vol du câble qui montait et descendait la cage d'extraction, jusqu'à la morsure des outils entamant la houille au fond des chantiers d'abattage. Étienne, en se tournant, se trouva de nouveau serré contre Catherine, mais cette fois, il devina les rondeurs naissantes de la gorge. Il comprit tout d'un coup cette tiédeur qui l'avait pénétré. « Tu es donc une fille ?» murmura-t-il, stupéfait. Elle répondit de son air gai, sans rougeur. « Ben oui, vrai, tu y as mis le temps. » Les 4 haveurs venaient de s'allonger les uns au-dessus des autres sur toute la montée du front de taille. Séparés par les planches à crochets qui retenaient le charbon abattu, ils occupaient chacun 4 mètres environ de la veine. Et cette veine était si mince, épaisse à peine en cet endroit de 50 centimètres, qu'il se trouvait là comme aplati entre le toit et le mur, se traînant des genoux et des coudes, ne pouvant se retourner sans se meurtrir les épaules. Il devait, pour attaquer la houille, rester couché sur le flanc, le cou tordu, les bras levés et brandissant de biais la rivelaine, le pic à manche court. En bas, il y avait d'abord Zacharie. Levaque et Chaval s'étageaient au-dessus,
et tout en haut, enfin, était Maheu. Chacun avait le lit de schiste qu'il creusait à coups de rivelaine. Puis, il pratiquait 2 entailles verticales dans la couche et il détachait le bloc en enfonçant un coin de fer à la partie supérieure. La houille était grasse. Le bloc se brisait, roulait en morceaux le long du ventre et des cuisses. Quand ces morceaux, retenus par la planche, s'étaient amassés sous eux, les haveurs disparaissaient, murés dans l'étroite fente. C'était Maheu qui souffrait le plus. En haut, la température montait jusqu'à 35 degrés. L'air ne circulait pas. L'étouffement, à la longue, devenait mortel. Il avait dû, pour voir clair, fixer sa lampe à un clou près de sa tête, et cette lampe, qui chauffait son crâne, achevait de lui brûler le sang. Mais son supplice s'aggravait surtout de l'humidité. La roche, au-dessus de lui, à quelques centimètres de son visage, ruisselait d'eau, de grosses gouttes continues et rapides, tombant sur une sorte de rythme entêté, toujours à la même place. Il avait beau tordre le cou, renverser la nuque, elle battait sa face, s'écrasait, claquait sans relâche. Au bout d'un quart d'heure, il était trempé, couvert de sueur lui-même, fumant d'une chaude buée de lessive. Ce matin-là, une goutte s'acharnant dans son œil le faisait jurer. Il ne voulait pas lâcher son havage. Il donnait de grands coups qui le secouaient violemment entre les 2 roches, ainsi qu'un puceron pris entre 2 feuillets d'un livre sous la menace d'un aplatissement complet. Pas une parole n'était échangée. Ils tapaient tous. On n'entendait que ces coups irréguliers, voilés et comme lointains. Les bruits prenaient une sonorité rauque, sans un écho dans l'air mort. Et il semblait que les ténèbres fussent d'un noir inconnu, épaissis par les poussières volantes du charbon, alourdis par des gaz qui pesaient sur les yeux. Les mèches des lampes, sous leur chapeau de toile métallique, n'y mettaient que des points rougeâtres. On ne distinguait rien. La taille s'ouvrait, montait ainsi qu'une large cheminée, plate et oblique, où la suie de 10 hivers aurait amassé une nuit profonde. Des formes spectrales s'y agitaient. Les lueurs perdues laissaient entrevoir une rondeur de hanche, un bras noueux, une tête violente, barbouillée comme pour un crime. Parfois, en se détachant, luisaient des blocs de houille, des pans et des arêtes, brusquement allumés d'un reflet de cristal. Puis tout retombait au noir. Les rivelaines tapaient à grands coups sourds. Il n'y avait plus que le halètement des poitrines, le grognement de gêne et de fatigue sous la pesanteur de l'air et la pluie des sources. Zacharie, les bras mous d'une noce de la veille, lâcha vite la besogne en prétextant la nécessité de boiser, ce qui lui permettait de s'oublier à siffler doucement, les yeux vagues dans l'ombre. Derrière les haveurs, près de 3 mètres de la veine restaient vides, sans qu'ils eussent encore pris la précaution de soutenir la roche, insoucieux du danger et avares de leur temps. « Hé, l'aristo !» cria le jeune homme à Étienne. « Passe-moi des bois !» Étienne, qui apprenait de Catherine à manœuvrer sa pelle, dut monter des bois dans la taille. Il y en avait de la veille une petite provision. Chaque matin, d'habitude, on les descendait, tout coupés sur la mesure de la couche. « Dépêche-toi donc, sacrée flemme !» reprit Zacharie en voyant le nouveau herscheur se hisser gauchement au milieu du charbon, les bras embarrassés de 4 morceaux de chêne. Il faisait, avec son pic, une entaille dans le toit, puis une autre dans le mur. Et il y calait les 2 bouts du bois qui étayaient ainsi la roche. L'après-midi, les ouvriers de la coupe à terre prenaient les déblais laissés au fond de la galerie par les haveurs et remblayaient les tranchées exploitées de la veine, où ils noyaient les bois en ne ménageant que la voie inférieure et la voie supérieure pour le roulage. Maheu cessa de geindre. Enfin, il avait détaché son bloc. Il essuya sur sa manche son visage ruisselant. Il s'inquiéta de ce que Zacharie était monté faire derrière lui. « Laisse donc ça, dit-il. Nous verrons après déjeuner. Vaut mieux abattre si nous voulons avoir notre compte de berline. »« C'est que, répondit le jeune homme, ça baisse. Regarde, il y a une gerçure. J'ai peur que ça n'éboule. » Mais le père haussa les épaules. « Ah oui, éboulé. Et puis ce serait pas la première fois. On s'en tirerait tout de même. » Il finit par se fâcher. Il renvoya son fils au front de taille. Tous, du reste, se détiraient. Levaque restait sur le dos,
jurait en examinant son pouce gauche que la chute d'un grès venait d'écorcher au sang. Chaval, furieusement, enlevait sa chemise, se mettait le torse nu pour avoir moins chaud. Ils étaient déjà noirs de charbon, enduits d'une poussière fine que la sueur délayait, faisait couler en ruisseaux et en mares. Et Maheu recommença le premier à taper, plus bas, la tête au ras de la roche. Maintenant, la goutte lui tombait sur le front, si obstinée qu'il croyait la sentir lui percer d'un trou les os du crâne. « Il ne faut pas faire attention », expliquait Catherine à Étienne. « Il gueule toujours. » Et elle reprit sa leçon en fille obligeante. Chaque berline chargée arrivait au jour telle qu'elle partait de la taille, marquée d'un jeton spécial pour que le receveur pût la mettre au compte du chantier. Aussi devait-on avoir grand soin de l'emplir et de ne prendre que le charbon propre, autrement elle était refusée à la recette. Le jeune homme, dont les yeux s'habituaient à l'obscurité, la regardait, blanche encore, avec son teint de chlorose. Et il n'aurait pu dire son âge. Il lui donnait 12 ans, tellement elle lui semblait frêle. Pourtant, il la sentait plus vieille, d'une liberté de garçon, d'une effronterie naïve qui le gênait un peu. Elle ne lui plaisait pas. Il trouvait trop gamine sa tête blafarde de Pierrot, serrée aux tempes par le béguin. Mais ce qui l'étonnait, c'était la force de cet enfant. Une force nerveuse où il entrait beaucoup d'adresse. Elle emplissait sa berline plus vite que lui, à petits coups de pelle réguliers et rapides. Elle la poussait ensuite jusqu'au plan incliné d'une seule poussée lente, sans accroc, passant à l'aise sous les roches basses. Lui se massacrait, déraillait, restait en détresse. À la vérité, ce n'était point un chemin commode. Il y avait une 60aine de mètres de la taille au plan incliné, et la voie, que les mineurs de la coupe à terre n'avaient pas encore élargie, était un véritable boyau, de toit très inégal, renflé de continuelles bosses. À certaines places, la berline chargée passait tout juste. Le herscheur devait s'aplatir, pousser sur les genoux pour ne pas se fendre la tête. D'ailleurs, les bois pliaient et cassaient déjà. On les voyait rompus au milieu, en longues déchirures pâles, ainsi que des béquilles trop faibles. Il fallait prendre garde de s'écorcher à ces cassures. Et sous le lent écrasement qui faisait éclater des rondins de chêne gros comme la cuisse, on se coulait à plat ventre avec la sourde inquiétude d'entendre brusquement craquer son dos. « Encore !» dit Catherine en riant. La berline d'Étienne venait de dérailler, au passage le plus difficile. Il n'arrivait point à rouler droit sur ces rails qui se faussaient dans la terre humide, et il jurait, il s'emportait, se battait rageusement avec les roues qu'il ne pouvait, malgré des efforts exagérés, remettre en place. « Attends donc, reprit la jeune fille, si tu te fâches, jamais ça ne marchera. » Adroitement, elle s'était glissée, avait enfoncé à reculons le derrière sous la berline, et, d'une pesée des reins, elle la soulevait et la replaçait. Le poids était de 700 kilogrammes. Lui, surpris, honteux, bégayait des excuses. Il fallut qu'elle lui montrât à écarter les jambes, à s'arc-bouter les pieds contre les bois des deux côtés de la galerie pour se donner des points d'appui solides. Le corps devait être penché, les bras raidis, de façon à pousser de tous les muscles, des épaules et des hanches. Pendant un voyage, il la suivit, la regarda filer, la croupe tendue, les poings si bas qu'elle semblait trotter à quatre pattes, ainsi qu'une de ces bêtes naines qui travaillent dans les cirques. Elle suait, haletait, craquait des jointures, mais sans une plainte, avec l'indifférence de l'habitude, comme si la commune misère était pour tous de vivre ainsi ployés. Et il ne parvenait pas à en faire autant. Ses souliers le gênaient, son corps se brisait à marcher de la sorte, la tête basse. Au bout de quelques minutes, cette position devenait un supplice, une angoisse intolérable, si pénible qu'il se mettait un instant à genoux pour se redresser et respirer. Puis, au plan incliné, c'était une corvée nouvelle. Elle lui apprit à emballer vivement sa berline. En haut et en bas de ce plan qui desservait toutes les tailles, d'un accrochage à un autre, se trouvait un galibot, le freineur en haut, le receveur en bas. Ces vauriens de 12 à 15 ans se criaient des mots abominables, et pour les avertir, il fallait en hurler de plus violent. Alors, dès qu'il y avait une berline vide à remonter, le receveur donnait le signal,
La herscheuse emballait sa berline pleine, dont le poids faisait monter l'autre quand le freineur desserrait son frein. En bas, dans la galerie du fond, se formaient les trains que les chevaux roulaient jusqu'au puits. « Ohé, sacré Ross !» criait Catherine dans le plan entièrement boisé, long d'une centaine de mètres, qui résonnait comme un porte-voix gigantesque. Les galibots devaient se reposer car ils ne répondaient ni l'un ni l'autre. À tous les étages, le roulage s'arrêta. Une voix grêle de fillette finit par dire « Il y en a un sur la mouquette, bien sûr !» Des rires énormes grondèrent, les herscheuses de toute la veine se tenaient le ventre. « Qui est-ce » demanda Étienne à Catherine. Cette dernière lui nomma la petite Lydie, une galopine qui en savait plus long et qui poussait sa berline aussi raide qu'une femme, malgré ses bras de poupée. Quant à la mouquette, elle était bien capable d'être avec les deux galibots à la fois. Mais la voix du receveur monta, criant d'emballer. Sans doute un porion passait en bas. Le roulage reprit aux 9 étages. On n'entendit plus que les appels réguliers des galibots et que l'ébrouement des herscheuses arrivant au plan, fumantes comme des juments trop chargées. C'était le coup de bestialité qui soufflait dans la fosse, le désir subit du mâle lorsqu'un mineur rencontrait une de ses filles à 4 pattes, les reins en l'air, crevant de ses hanches sa culotte de garçon. Et à chaque voyage, Étienne retrouvait au fond l'étouffement de la taille, la cadence sourde et brisée des rivelaines, les grands soupirs douloureux des haveurs s'obstinant à leur besogne. Tous les 4 s'étaient mis nus, confondus dans la houille, trempés d'une boue noire jusqu'au béguin. Un moment, il avait fallu dégager Maheu qui râlait, ôter les planches pour faire glisser le charbon sur la voie. Zacharie et Levaque s'emportaient contre la veine, qui devenait dure, disait-il, ce qui allait rendre les conditions de leur marchandage désastreuses. Chaval se tournait, restait un instant sur le dos, à injurier Étienne, dont la présence décidément l'exaspérait. « Espèce de couleuvre, ça n'a pas la force d'une fille. Eh, veux-tu remplir ta berline, hein ? C'est pour ménager tes bras ? Nom de Dieu, je te retiens les 10 sous, si tu nous en fais refuser une. » Le jeune homme évitait de répondre, trop heureux jusque-là d'avoir trouvé ce travail de bagne, acceptant la brutale hiérarchie du manœuvre et du maître ouvrier. Mais il n'allait plus, les pieds en sang, les membres tordus de crampes atroces, le tronc serré dans une ceinture de fer. Heureusement, il était 10 heures, le chantier se décida à déjeuner. Maheu avait une montre, qu'il ne regarda même pas. Au fond de cette nuit sans astre, jamais il ne se trompait de 5 minutes. Tous remirent leurs chemises et leurs vestes, puis, descendus de la taille, ils s'accroupirent, les coudes aux flancs, les fesses sur leurs talons, dans cette posture si habituelle aux mineurs qu'ils la gardent même hors de la mine, sans éprouver le besoin d'un pavé ou d'une poutre pour s'asseoir. Et chacun, ayant sorti son briquet, mordait gravement à l'épaisse tranche, en lâchant de rares paroles sur le travail de la matinée. Catherine, demeurée debout, finit par rejoindre Étienne, qui s'était allongé plus loin, en travers des rails, le dos contre les bois. Il y avait là une place à peu près sèche. « Tu ne manges pas » demanda-t-elle, la bouche pleine, son briquet à la main. Puis elle se rappela ce garçon errant dans la nuit, sans un sou, sans un morceau de pain peut-être. « Veux-tu partager avec moi ?» Et comme il refusait, en jurant qu'il n'avait pas faim, la voix tremblante du déchirement de son estomac, elle continua gaiement. « Ah, si tu es dégoûté, mais tiens, je n'ai mordu que de ce côté-ci, je vais te donner celui-là. » Déjà, elle avait rompu les tartines en deux. Le jeune homme, prenant sa moitié, se retint pour ne pas la dévorer d'un coup. Et il posait les bras sur ses cuisses afin qu'elle n'en vît point le frémissement. De son air tranquille de bon camarade, elle venait de se coucher près de lui, à plat ventre, le menton dans une main, mangeant de l'autre avec lenteur. Leur lampe entre eux les éclairait. Catherine le regarda un moment en silence. Elle devait le trouver joli, avec son visage fin et ses moustaches noires. Vaguement, elle souriait de plaisir. « Alors, tu es machineur, et on t'a renvoyé de ton chemin de fer ? Pourquoi ? » « Parce que j'avais giflé mon chef. » Elle demeura stupéfaite, bouleversée dans ses idées héréditaires de subordination, d'obéissance passive.
Je dois dire que j'avais bu, continua-t-il. Et quand je bois, cela me rend fou. Je me mangerai et je mangerai les autres. Oui, je ne peux pas avaler 2 petits verres sans avoir le besoin de manger un homme. Ensuite, je suis malade pendant 2 jours. Il faut pas boire, dit-elle sérieusement. Ah, n'aie pas peur, je me connais. Et il hochait la tête. Il avait une haine de l'eau-de-vie, la haine du dernier enfant d'une race d'ivrognes qui souffrait dans sa chair de toute cette ascendance trempée et détraquée d'alcool, au point que la moindre goutte en était devenue pour lui un poison. « C'est à cause de maman que ça m'ennuie d'avoir été mis à la rue, » dit-il après avoir avalé une bouchée. « Maman n'est pas heureuse, et je lui envoyais de temps à autre une pièce de 100 sous. Où est-elle donc, ta mère ? À Paris, blanchisseuse, rue de la Goutte d'Or. » Il y eut un silence. Quand il pensait à ces choses, un vacillement pâlissait ses yeux noirs, la courte angoisse de la lésion dont il couvait l'inconnu dans sa belle santé de jeunesse. Un instant, il resta les regards noyés au fond des ténèbres de la mine. Et, à cette profondeur, sous le poids et l'étouffement de la terre, il revoyait son enfance, sa mère jolie encore et vaillante, lâchée par son père, puis reprise après s'être mariée à un autre, vivant entre les 2 hommes qui la mangeaient, roulant avec eux au ruisseau, dans le vin, dans l'ordure. C'était là-bas. Il se rappelait la rue. Des détails lui revenaient. Le linge sale au milieu de la boutique, et des ivresses qui empuantissaient la maison, et des gifles à casser les mâchoires. Maintenant, reprit-il d'une voix lente, ce n'est pas avec 30 sous que je pourrais lui faire des cadeaux. Elle va crever de misère, c'est sûr. Il eut un haussement d'épaule désespéré. Il mordit de nouveau dans sa tartine. « Veux-tu boire ?» demanda Catherine qui débouchait sa gourde. « Oh, c'est du café, ça ne te fera pas de mal. On étouffe quand on avale comme ça. » Mais il refusa. C'était bien assez de lui avoir pris la moitié de son pain. Pourtant, elle insistait d'un air de bon cœur. Elle finit par dire « Eh ben, je bois avant toi, puisque tu es si poli. Seulement, tu ne peux plus refuser à présent. Ce serait vilain. » Et elle lui tendit sa gourde. Elle s'était relevée sur les genoux. Il la voyait tout près de lui, éclairée par les 2 lampes. Pourquoi donc l'avait-il trouvée laide ? Maintenant qu'elle était noire, la face poudrée de charbon fin, elle lui semblait d'un charme singulier. Dans ce visage envahi d'ombre, les dents de la bouche trop grande éclataient de blancheur. Les yeux s'élargissaient, luisaient avec un reflet verdâtre, pareil à des yeux de chatte. Une mèche de cheveux roux qui s'était échappée du béguin lui chatouillait l'oreille et la faisait rire. Elle ne paraissait plus si jeune. Elle pouvait bien avoir 14 ans tout de même. « Pour te faire plaisir, » dit-il, en buvant et en lui rendant la gourde. Elle avala une seconde gorgée, le força à en prendre une aussi, voulant partager, disait-elle. Et ce goulot mince qui allait d'une bouche à l'autre les amusait. Lui, brusquement, s'était demandé s'il ne devait pas la saisir dans ses bras pour la baiser sur les lèvres. Elle avait de grosses lèvres d'un rose pâle, avivées par le charbon, qui le tourmentait d'une envie croissante. Mais il n'osait pas, intimidé devant elle, n'ayant eu à Lille que des filles et de l'espèce la plus basse, ignorant comment on devait s'y prendre avec une ouvrière encore dans sa famille. « Tu dois avoir 14 ans alors ?» demanda-t-il après s'être remis à son pain. Elle s'étonna, se fâcha presque. « Comment 14 ? Mais j'en ai 15 ? C'est vrai, je ne suis pas grosse. Les filles chez nous ne poussent guère vite. » Il continua à la questionner. Elle disait tout, sans effronterie ni honte. Du reste, elle n'ignorait rien de l'homme ni de la femme, bien qu'il la sentît vierge de corps, et vierge enfant, retardée dans la maturité de son sexe par le milieu de mauvais air et de fatigue où elle vivait. Quand il revint sur la mouquette, pour l'embarrasser, elle conta des histoires épouvantables, la voix paisible, très égayée. Ah, celle-là en faisait de belles. Et comme il désirait savoir si elle-même n'avait pas d'amoureux, elle répondit en plaisantant qu'elle ne voulait pas contrarier sa mère, mais que cela arriverait forcément un jour. Ses épaules s'étaient courbées. Elle grelottait un peu dans le froid de ses vêtements trempés de sueur,
la mine résignée et douce, prête à subir les choses et les hommes. C'est qu'on en trouve des amoureux quand on vit tous ensemble, n'est-ce pas? Bien sûr. Et puis ça ne fait du mal à personne. On dirait rien au curé. Bon, le curé, je m'en fiche, mais il y a l'homme noir. Comment l'homme noir? Le vieux mineur, qui revient dans la fosse et qui tord le cou aux vilaines filles. Il la regardait, craignant qu'elle ne se moquât de lui. Tu crois à ces bêtises? Tu ne sais donc rien? Si fait, moi je sais lire et écrire. Ça rend service chez nous, car du temps de papa et de maman, on n'apprenait pas. Elle était décidément très gentille. Quand elle aurait fini sa tartine, il la prendrait et la baiserait sur ses grosses lèvres roses. C'était une résolution de timide, une pensée de violence qui étranglait sa voix. Ses vêtements de garçon, cette veste et cette culotte sur cette chair de fille l'excitaient et le gênaient. Lui avait avalé sa dernière bouchée. Il but à la gourde, la lui rendit pour qu'elle la vidât. Maintenant le moment d'agir était venu, et il jetait un coup d'œil inquiet vers les mineurs au fond lorsqu'une ombre boucha la galerie. Depuis un instant, Chaval, debout, les regardait de loin. Il s'avança, s'assura que Maheu ne pouvait le voir, et, comme Catherine était restée à terre sur son séant, il l'empoigna par les épaules, lui renversa la tête, lui écrasa la bouche sous un baiser brutal, tranquillement, en affectant de ne pas se préoccuper d'Étienne. Il y avait dans ce baiser une prise de possession, une sorte de décision jalouse. Cependant, la jeune fille s'était révoltée. « Laisse-moi, entends-tu » Il lui maintenait la tête, il la regardait au fond des yeux. Ses moustaches et sa barbiche rouge flambaient dans son visage noir, au grand nez en bec d'aigle. Et il la lâcha enfin, et il s'en alla sans dire un mot. Un frisson avait glacé Étienne. C'était stupide d'avoir attendu. Certes, non, à présent il ne l'embrasserait pas, car elle croirait peut-être qu'il voulait faire comme l'autre. Dans sa vanité blessée, il éprouvait un véritable désespoir. « Pourquoi as-tu menti » dit-il à voix basse. « C'est ton amoureux. »« Mais non, je te jure » cria-t-elle. « Il n'y a pas ça entre nous. Des fois il veut rire, même qu'il n'est pas d'ici. Voilà 6 mois qu'il est arrivé du Pas-de-Calais. » Tous deux s'étaient levés, on allait se remettre au travail. Quand elle le vit si froid, elle parut chagrine. Sans doute elle le trouvait plus joli que l'autre. Elle l'aurait préféré peut-être. L'idée d'une amabilité, d'une consolation la tracassait. Et comme le jeune homme, étonné, examinait sa lampe qui brûlait bleue avec une large collerette pâle, elle tenta au moins de le distraire. « Viens, que je te montre quelque chose » murmura-t-elle d'un air de bonne amitié. Lorsqu'elle l'eut mené au fond de la taille, elle lui fit remarquer une crevasse dans la houille. Un léger bouillonnement s'en échappait, un petit bruit pareil à un sifflement d'oiseau. « Mets ta main. Tu sens le vent ? C'est du grisou. » Il resta surpris. Ce n'était que ça, cette terrible chose qui faisait tout sauter. Elle riait. Elle disait qu'il y en avait beaucoup ce jour-là pour que la flamme des lampes fût si bleue. « Quand vous aurez fini de bavarder, fainéant !» cria la voix rude de Maheu. Catherine et Étienne se hâtèrent de remplir leurs berlines et les poussèrent au plan incliné, l'échine raidie, rampant sous le toit bossué de la voie. Dès le second voyage, la sueur les inondait et leurs os craquaient de nouveau. Dans la taille, le travail des haveurs avait repris. Souvent, ils abrégeaient le déjeuner pour ne pas se refroidir, et leurs briquets, mangés ainsi loin du soleil, avec une voracité muette, leur chargeaient de plomb l'estomac. Allongés sur le flanc, ils tapaient plus fort. Ils n'avaient que l'idée fixe de compléter un gros nombre de berlines. Tout disparaissait dans cette rage du gain disputé si rudement. Ils cessaient de sentir l'eau qui ruisselait et enflait leurs membres, les crampes des attitudes forcées, l'étouffement des ténèbres où ils blêmissaient ainsi que des plantes mises en cave. Pourtant, à mesure que la journée s'avançait, l'air s'empoisonnait davantage, se chauffait de la fumée des lampes, de la pestilence des haleines, de l'asphyxie du grisou, gênant sur les yeux comme des toiles d'araignée et que devait seul balayer l'aérage de la nuit. Eux, au fond de leur trou de taupe, sous le poids de la terre,
n'ayant plus de souffle dans leur poitrine embrasée, tapaient toujours. Maheu, sans regarder à sa montre laissée dans sa veste, s'arrêta et dit « Bientôt 1 heure. Zacharie, est-ce fait ?» Le jeune homme boisait depuis un instant. Au milieu de sa besogne, il était resté sur le dos, les yeux vagues, rêvassant aux parties de crosse qu'il avait faites la veille. Il s'éveilla. Il répondit « Oui, ça suffira. On verra demain. » Et il retourna prendre sa place à la taille. Levaque et Chaval, eux aussi, lâchaient la rivelaine. Il y eut un repos. Tous s'essuyaient le visage sur leurs bras nus, en regardant la roche du toit dont les masses schisteuses se fendillaient. Ils ne causaient guère que de leur travail. « Encore une chance, » murmura Chaval, « d'être tombé sur des terres qui déboulent. Ils n'ont pas tenu compte de ça dans le marchandage. » Des filous, grogna Levaque. Ils ne cherchent qu'à nous foutre dedans. Zacharie se mit à rire. Il se fichait du travail et du reste, mais ça l'amusait d'entendre empoigner la compagnie. De son air placide, Maheu expliqua que la nature des terrains changeait tous les 20 mètres. Il fallait être juste, on ne pouvait rien prévoir. Puis, les deux autres continuant à déblatérer contre les chefs, il devint inquiet. Il regarda autour de lui. « Chut, en voilà assez. »« Tu as raison, » dit Levaque, qui baissa également la voix. « C'est malsain. » Une obsession des mouchards les hantait, même à cette profondeur, comme si la houille des actionnaires, encore dans la veine, avait eu des oreilles. « N'empêche, » ajouta très haut Chaval d'un air de défi, « que si le cochon de Dansert me parle sur le ton de l'autre jour, je lui colle une brique dans le ventre. Je l'empêche pas, moi, de se payer les blondes qui ont la peau fine. » Cette fois, Zacharie éclata. Les amours du maître Porion et de la Pierronne étaient la continuelle plaisanterie de la fosse. Catherine elle-même, appuyée sur sa pelle en bas de la taille, se tint les côtes et mit d'une phrase Étienne au courant, tandis que Maheu se fâchait, pris d'une peur qu'il ne cachait plus. « Hein, tu vas te taire ? Attends d'être tout seul, si tu veux qu'il t'arrive du mal. » Il parlait encore lorsqu'un bruit de pas vint de la galerie supérieure. Presque aussitôt, l'ingénieur de la fosse, le petit Négrel, comme les ouvriers le nommaient entre eux, parut en haut de la taille, accompagné de Dansert, le maître Porion. « Quand je le disais, » murmura Maheu, « il y en a toujours là, qui sortent de la terre. » Paul Négrel, neveu de M. Hennebeau, était un garçon de 26 ans, mince et joli, avec des cheveux frisés et des moustaches brunes. Son nez pointu, ses yeux vifs, lui donnaient un air de furet aimable, d'une intelligence sceptique, qui se changeait en une autorité cassante dans ses rapports avec les ouvriers. Il était vêtu comme eux, barbouillé comme eux de charbon, et, pour les réduire au respect, il montrait un courage à se casser les os, passant par les endroits les plus difficiles, toujours le premier sous les éboulements et dans les coups de grisou. « Nous y sommes, n'est-ce pas, Dansert ?» demanda-t-il. Le maître Porion, un Belge à face épaisse, au gros nez sensuel, répondit avec une politesse exagérée « Oui, monsieur Négrel. Voici l'homme qu'on a embauché ce matin. » Tous deux s'étaient laissés glisser au milieu de la taille. On fit monter Étienne. L'ingénieur leva sa lampe, le regarda sans le questionner. « C'est bon, dit-il enfin. Je n'aime guère qu'on ramasse des inconnus sur les routes. Surtout, ne recommencez pas. » Et il n'écouta point les explications qu'on lui donnait, les nécessités du travail, le désir de remplacer les femmes par des garçons pour le roulage. Il s'était mis à étudier le toit, pendant que les haveurs reprenaient leur rivelaine. Tout d'un coup, il s'écria « Dites donc, Maheu, est-ce que vous vous fichez du monde ? Vous allez tous y rester, nom d'un chien. »« Oh, c'est solide, » répondit tranquillement l'ouvrier. « Comment solide ? Mais la roche tasse déjà, et vous plantez des bois à plus de 2 mètres d'un air de regret. Ah, vous êtes bien tous les mêmes. Vous vous laisseriez aplatir le crâne plutôt que de lâcher la veine pour mettre au boisage le temps voulu. Je vous prie de m'étayer ça sur le champ. Doublez les bois, entendez-vous ? » Et devant le mauvais vouloir des mineurs qui discutaient, en disant qu'ils étaient bons juges de leur sécurité, il s'emporta. « Allons donc, quand vous aurez la tête broyée. Est-ce que c'est vous qui en supporterez les conséquences ? Pas du tout. Ce sera la compagnie qui devra vous faire des pensions à vous ou à vos femmes. Je vous répète qu'on vous connaît.
Pour avoir 2 berlines de plus le soir, vous donneriez vos pots. » Maheu, malgré la colère dont il était peu à peu gagné, dit encore posément : « Si l'on nous payait assez, nous boiserions mieux. » L'ingénieur haussa les épaules sans répondre. Il avait achevé de descendre le long de la taille. Il conclut seulement d'en bas : « Il vous reste 1 heure. Mettez-vous tous à la besogne. Et je vous avertis que le chantier a 3 francs d'amende. » Un sourd grognement des haveurs accueillit ces paroles. La force de la hiérarchie les retenait seuls, cette hiérarchie militaire qui, du Galibot au maître Porion, les courbait les uns sous les autres. Chaval et Levaque, pourtant, eurent un geste furieux, tandis que Maheu les modérait du regard, et que Zacharie haussait gouailleusement les épaules. Mais Étienne était peut-être le plus frémissant. Depuis qu'il se trouvait au fond de cet enfer, une révolte lente le soulevait. Il regarda Catherine résignée, l'échine basse. Était-ce possible qu'on se tuât à une si dure besogne dans ces ténèbres mortelles et qu'on n'y gagnât même pas les quelques sous du pain quotidien ? Cependant, Négrel s'en allait avec Dansaert, qui s'était contenté d'approuver d'un mouvement continu de la tête, et leurs voix de nouveau s'élevèrent. Ils venaient de s'arrêter encore, ils examinaient le boisage de la galerie, dont les haveurs avaient l'entretien sur une longueur de 10 mètres en arrière de la taille. « Quand je vous dis qu'ils se fichent du monde !» criait l'ingénieur. « Et vous, nom d'un chien, vous ne surveillez donc pas ?»« Mais si, balbutiait le maître Porion. « On est là de leur répéter les choses. » Négrel appela violemment : « Maheu ! Maheu !» Tous descendirent. Il continuait : « Voyez ça, est-ce que ça tient ? C'est bâti comme 4 sous. Voilà un chapeau que les moutons ne portent déjà plus, tellement on l'a posé à la hâte. Pardi, je comprends que le raccommodage nous coûte si cher. N'est-ce pas ? Pourvu que ça dure, tant que vous en avez la responsabilité, et puis tout casse. Et la compagnie est forcée d'avoir une armée de raccommodeurs. Regardez un peu là-bas, c'est un vrai massacre. » Chaval voulut parler, mais il le fit taire. « Non, je sais ce que vous allez dire encore. Qu'on vous paye davantage, hein ? Eh bien, je vous préviens que vous forcerez la direction à faire une chose. Oui, on vous paiera le boisage à part, et l'on réduira proportionnellement le prix de la berline. Nous verrons si vous y gagnerez. En attendant, reboisez-moi ça tout de suite. Je passerai demain. » Et dans le saisissement causé par sa menace, il s'éloigna. Dansaert, si humble devant lui, resta en arrière quelques secondes pour dire brutalement aux ouvriers : « Vous me faites empoigner, vous autres. C'est pas 3 francs d'amende que je vous flanquerai, moi. Prenez garde. » Alors, quand il fut parti, Maheu éclata à son tour. « Nom de Dieu, ce qui n'est pas juste n'est pas juste. Moi, j'aime qu'on soit calme, parce que c'est la seule façon de s'entendre. Mais à la fin, il vous rendrait enragé. Avez-vous entendu ? La berline baissée et le boisage à part ? Encore une façon de nous payer moins. Nom de Dieu, nom de Dieu !» Il cherchait quelqu'un sur qui tomber lorsqu'il aperçut Catherine et Étienne, les bras ballants. « Voulez-vous bien me donner des bois ? Est-ce que ça vous regarde ? Je vais vous allonger mon pied quelque part. » Étienne alla se charger, sans rancune, de cette rudesse, si furieux lui-même contre les chefs qu'il trouvait les mineurs trop bons enfants. Du reste, Levaque et Chaval s'étaient soulagés en gros mots. Tous, même Zacharie, boisaient rageusement. Pendant près d'une demi-heure, on n'entendit que le craquement des bois calés à coups de masse. Ils n'ouvraient plus la bouche, ils soufflaient, s'exaspéraient contre la roche qu'ils auraient bousculée et remontée d'un renfoncement d'épaule s'ils l'avaient pu. « En voilà assez, » dit enfin Maheu, brisé de colère et de fatigue. « 1h30. À une propre journée, nous n'aurons pas 50 sous. Je m'en vais, ça me dégoûte. » Bien qu'il y eût encore une demi-heure de travail, il se rhabilla. Les autres l'imitèrent. La vue seule de la taille les jetait hors d'eux. Comme la herscheuse s'était remise au roulage, ils l'appelèrent en s'irritant de son zèle. Si le charbon avait des pieds, il sortirait tout seul. Et les 6, leurs outils sous le bras, partirent, ayant à refaire les 2 kilomètres, retournant au puits par la route du matin. Dans la cheminée, Catherine et Étienne s'attardèrent, tandis que les haveurs glissaient jusqu'en bas. C'était une rencontre. La petite Lydie, arrêtée au milieu d'une voie pour les laisser passer, et qui leur... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres,
Utilisez le lien dans la description de la vidéo.